Bonus. Trax. Ils sont désormais présentés comme les antagonistes majeurs de la 9e édition de Warhammer 40 000, mais au juste, qui sont les Nécrons ? Préparez vos plus beaux tubes en plastique vert, activez vos protocoles de réanimation, on revient sur l'histoire et le développement de l'une des gammes les plus intrigantes de la SF selon Games Workshop dans ce nouvel épisode de Land Rider. Pour ce nouvel épisode, je suis comme toujours accompagné de mon cher copilote / servitor, c'est notre ami Jean-Baptiste Ballier que j'ai pas vu depuis un bout de temps, vous l'avez peut-être remarqué. Comment ça va JB ? Écoute, ça va très bien. Je suis un peu déçu d'avoir été rétrogradé au grade de serviteur parce qu'avant j'étais mech boy. Oui, Je vois que dans l'Imperium je suis moins important que dans mon clan orc. Ce qui est logique puisque tu es quand même plus favorable au clan orc qu'à l'Imperium de manière générale. Bien sûr, je serais mieux en tant que clan orc qu'en tant que troufion dans l'Imperium. Mais non, ouais, ça fait plaisir de se revoir et de faire un épisode qu'on avait prévu en septembre. Bon, nous sommes le 30 novembre même, tout va bien. Donc vous nous excuserez pour ces désagréments, vous savez à quoi ils sont liés, on va pas revenir tellement sur la question, mais on espère que cet épisode va vous divertir en cette fin d'année, puisque nous allons parler, comme je l'ai dit en intro, des Nécrons, et il y a pas mal de choses à dire, puisqu'un nouveau codex vient de sortir à l'époque de la rentrée, donc on était effectivement en début octobre, je crois qu'il est sorti. Ouais, c'est ça. Et en fait, ce qu'on voulait proposer, c'est quelque chose qu'on voit pas trop en fait dans le paysage, on va dire audiovisuel, des analyses ou des reviews de codex. On va pas rentrer dans les datasheets et dans tel stratagème est fort, tel trait de seigneur de guerre, telle dynastie. On va plus se concentrer sur le lore et notamment sur les figurines en fait. On va essayer de revenir un peu plus à la partie modélisme et qu'est-ce que les figurines Nécrons racontent et en quoi elles ont une histoire et en quoi elles sont intéressantes, l'évolution de la gamme et ce genre de choses, quoi. Donc on va vous faire une analyse du codex, mais sans parler de la partie gameplay. Et du coup, je te propose qu'on commence avec un peu d'histoire justement de cette gamme Nécron au sein de l'univers de Games Workshop. Donc d'abord dans notre monde, et après on embrayera sur le lore des Nécrons, l'univers des Nécrons. Qu'est-ce qui se passe en tant que société chez nos amis de Metal ? Alors, ils ont été introduits d'abord dans les années 90 avec la boîte Space Crusade, dans laquelle on trouvait des androïdes du chaos. Alors, ce n'était pas exactement des Nécrons, et du coup, ces androïdes du chaos étaient créés par des squats, qui sont plus ou moins les nains de l'espace dans Warhammer 40 000, qu'on n'a pas beaucoup revus depuis, et du coup, c'était des machines à tuer entièrement dédiées aux puissances de la ruine. Donc pas du tout les Nécrons tels qu'on les connaît aujourd'hui, comme de nombreux morceaux en fait de l'univers de Warhammer 40 000 qui à l'époque étaient introduits en mode oui les Nécrons c'est en fait des androïdes du chaos, oui Genestealer c'est une race à part, et en fait non, c'est un organisme d'avant-garde des tyrannides. Et au fur et à mesure des années, Games Workshop a généralement réécrit un petit peu comment les factions sont introduites dans son univers. Ouais, il y avait toujours cette idée au début qu'il n'y avait que les humains, les Eldar et le chaos en fait. Et les factions Xenos, elles étaient à l'époque toutes liées au chaos. Et on voit qu'ils réécrivent un petit peu leur histoire dès qu'ils essayent de donner un peu plus d'ADN à une armée extraterrestre, entre guillemets, ils la sortent de ses origines chaotiques pour en faire quelque chose de complet. Il faudra du coup attendre janvier 98, quelques mois avant la victoire de l'équipe de France au mondial de football, pour que le mot Nécron apparaisse pour la première fois. Donc c'est dans le White Dwarf numéro 217, qui vient d'ailleurs avec une figurine gratuite. C'est l'une des traditions chez Games Workshop. Généralement, quand il y a une nouvelle gamme, on a une petite figo avec le magazine. Et du coup, à l'époque, avant même cette petite figurine et ce magazine, on avait eu des teasers qui parlaient des Nécrontyres. On reviendra sur cette question un peu plus tard. Et on les décrivait déjà comme capables de réparation extraordinaire. Du coup, les Nécrons à l'époque avaient un look légèrement différent puisqu'ils étaient un petit peu plus cartoonesques. Leurs flingues n'avaient pas encore les fameux petits bitoniaux en plastique vert. Par contre, ils avaient une parabole en guise de canon. Donc voilà, ils vous attaquaient avec des ondes. Non, on ne sait pas trop, mais ils avaient ce côté-là. Est-ce que tu te souviens un peu de ces figurines, mon JB ? Ouais, les premiers guerriers Nécrons, ils sont un peu plus ramassés, on va dire, que ceux qu'on a maintenant. Mais ça vient aussi des sculptures métalliques de l'époque. Mais ouais, ils ont des têtes, on a l'impression, c'est vraiment des têtes de squelettes qui sourient en fait. Et il me semble qu'il y avait les scarabs aussi qui datent de cette époque-là, donc les petits scarabées qui les accompagnent. Il
il y avait déjà ces deux trucs-là. Donc on a quand même deux choses qui sont restées et qui vont rester dans l'ADN de la gamme, c'est-à-dire les guerriers squelettiques en métal qui vont créer les figurines de base, et tout le côté un peu insectoïde, arachnéen qui est développé dans le reste de la gamme. Il y a même une troisième et une quatrième chose qui se sont introduites, c'est du coup l'Overlord. Alors on reviendra un petit peu sur les questions des noms anglais et français, puisqu'avec la 9e édition de Warhammer 40 000, Games Workshop est de nouveau décidé à traduire les noms. Donc Overlord c'est en anglais, on reviendra sur les différentes traductions qui peuvent exister en français. Donc Overlord en gros c'était le chef des Nécrons, et on avait aussi le Destroyer qui à l'époque ressemblait à une sorte de speeder très triangulaire, qui lui aussi, du coup, perdurera dans la gamme. Donc, d'entrée, les Nécrons ont quand même, comme tu le disais, JB, un certain nombre de piliers, comme ça, une sorte de grammaire visuelle qui est développée et qui va se retrouver au fil des différentes éditions, et notamment en 2002 avec la sortie de leur premier codex en pleine 3e édition de Warhammer 40 000. C'est ça. Alors moi, c'est une période où je jouais pas mal en boutique, parce que je jouais beaucoup à Confrontation en fait à ce moment-là, pas trop à Warhammer. Traître. Et je me souviens vraiment de la sortie de la gamme Necron, et c'était un peu les gens étaient un peu surpris par ça, parce que ça, avec l'arrivée des nouvelles figurines, avec leurs fameux petits tubes en plastique vert, il y avait des choses assez nouvelles. Je me souviens du monolithe, qui était une figue qui était énorme et qui était même la plus grosse, le plus gros kit plastique, il me semble, que Games Workshop avait sorti à l'époque. Et c'était une gamme qui a toujours eu ce côté, c'est pas pour être péjoratif, mais armé, on va dire, pour les débutants, dans le sens où, de par l'aspect graphique, c'est des figurines qui sont quand même assez simples à peindre, parce qu'on peut facilement, avec un petit brossage de métal, ce genre de choses, avoir des résultats assez corrects. Et même pour les joueurs, c'est une armée qui est assez permissive, vu que c'est des figurines assez endurantes. Ça permettait en fait d'apprendre le jeu et de pas faire trop d'erreurs, parce que tes figurines, même si elles meurent, elles revenaient à la vie, donc tu n'étais pas trop frustré quand tu étais nouveau joueur. Tout à fait. Et ce qui est intéressant du coup par rapport à cet aspect peinture, c'est que en 2002, du coup, quand les Nécrons apparaissent, ils sont entièrement métalliques, ils ont très peu de couleurs, ils sont même quasiment monochromatiques à l'exception de ce petit bitonio de plastique vert. Et du coup, ça contraste aussi énormément avec tout ce qu'a fait Games à l'époque. La 3e édition, c'est souvent un peu considéré comme le reboot grimdark de Warhammer 40 000, parce que moi, je sais que quand j'ai commencé, c'est quelques années après la sortie du codex, mais par exemple, dans le codex Space Marine, tu avais encore des ultramarines avec des bordures jaunes et des bolters jaunes fluo, tu vois. Ouais, et puis on le voit aussi sur les illustrations, parce que les illustrations de ce codex-là, elles sont vraiment flippantes. Tu as les guerriers Nécrons, tu les vois, ils sont complètement décharnés, ils ont le métal qui est abîmé, tout ça. Donc les figurines rendaient pas ça à l'époque, par un souci je pense, de qualité de sculpture et de détail. On n'était pas encore capable d'avoir ces petits détails-là de manière aussi précise sur des sculptures en plastique. Les sculptures résine de l'époque, il me semble qu'il y avait les Ctan, qui étaient métal à l'époque. Ouais. Ouais. Les figurines de Ctan, ça, qui sont encore les mêmes maintenant. Les parias aussi. Voilà. Bon, les parias n'existent plus, Oui, malheureusement. Mais les Ctan datent de cette époque-là, et il y avait ce côté déjà, on va dire, les Terminator, un peu les T-800 des Nécrons, et à côté toute la partie mystique. La partie égyptienne aussi commençait à arriver un petit peu via les QG. Mais il y avait je me souviens que les scarabs à l'époque, c'était vraiment des espèces de gros cubes de métal. Les figurines n'étaient pas du tout dynamiques, elles étaient très carrées, très solides. Les destroyers aussi étaient très, très lourds en fait. Donc il y avait déjà des choses qu'on retrouve encore maintenant, et surtout au niveau des illustrations, il y a beaucoup de choses, on va voir, où la gamme en fait va repuiser dans les figurines récentes, vont aller s'inspirer des illustrations de l'époque. Ouais, totalement. Jusqu'à du coup un nouveau codex pendant la 5e édition de Warhammer 40 000, donc du coup ils n'ont pas eu de codex sous la 4e édition, et là les Nécrons reviennent avec une nouvelle vague qui ajoute beaucoup de personnalités à l'armée, dont des personnages nommés, je crois qu'il y en a 6, on a calculé en off avant de se lancer, mais aussi des transports, des motos, des aéronefs, bon, tous les archétypes du jeu Warhammer 40 000, mais revisités à une sauce peut-être à peine moins terminatoresque. Moi, je trouve que à ce moment-là, les Nécrons commencent vraiment à devenir intéressants, c'est-à-dire moins monolithiques, si vous m'excusez le jeu de mots. Et du coup, c'est quand même vachement plus intéressant de se pencher sur la gamme. Et elle a enfin, on va dire, un petit peu toutes les facettes que peuvent avoir des gammes plus étendues, comme on pense toujours au Space Marine parce que c'est généralement eux qui ont tous les archétypes, et du coup c'est très cool. Par exemple, moi je sais que j'aime beaucoup les mécanoptères qui sont les motos Nécrons. Quand je les ai vus arriver, j'étais là genre c'est cool, parce que ok, les guerriers Nécrons c'est pas forcément juste une grosse phalange de zombies métalliques, c'est potentiellement aussi des bikers et ce genre de choses. Est-ce que toi t'as connu cette époque là, et qu'est-ce que t'en penses?
Alors non, moi malheureusement je ne jouais plus à cette époque-là, donc pour moi ces figurines-là, je les ai découvertes en 2017 quand je me suis remis à Warhammer, et j'étais surpris de voir l'évolution de la gamme parce que pour moi, dans mes souvenirs, les guerriers Necrons c'était juste comme tu dis, des phalanges de guerriers et plein de piétons et d'infanterie, et de voir qu'ils avaient autant développé la gamme avec les véhicules, les barges de commandement et toutes ces choses-là, et qu'ils avaient encore plus poussé l'aspect égyptien des figurines et les références à l'Égypte antique avec tous les persos en fait Mhm. qu'ils avaient créés, parce que t'en as un petit peu parlé, mais c'est une armée qui a énormément de personnages nommés, en tout cas par rapport à ce qu'on imagine des Nécrons, mais je Ouais, crois que des personnages nommés, il y en a au moins 7 ou 8 quoi, c'est assez impressionnant. Surtout que c'est marrant, c'est qu'ils ont à peu près tous le même rôle en fait. C'est quasiment, ils ont décliné toutes les différentes dynasties des Nécrons avec à chaque fois un personnage. Je trouve que c'est une bonne chose en fait de faire ça pour les factions, parce que ça permet peu importe le gameplay que tu as choisi et la faction de ton cœur en fait, tu as toujours un petit perso. à te mettre Ça, sous la dent. ouais, Ouais. ça te permet je trouve ça bien de pouvoir te rattacher toujours là-dessus. Mais ouais, c'est une gamme qui a quand même été assez bien complétée avec la vague de 2011. Et d'ailleurs, il y avait quasiment pas eu de sortie Necron depuis, parce que à l'époque de la 8e édition, donc il y a 2 ans, il y a eu genre une figue Necron, donc juste un Cryptek. Et toutes les figues étaient encore d'actualité, et la gamme était assez cohérente et elle marchait plutôt bien. Jusqu'à la petite révolution de cette année, avec la refonte complète de la gamme. Complètement, et qui du coup va assez loin en fait dans sa relecture des archétypes Nécron, puisqu'on revient aux illustrations dont tu parlais, aux concepts originaux du sculpteur Jess Goodwin notamment, et surtout je crois que Games Workshop a essayé de renouer avec le côté horreur cosmique un petit peu des débuts, c'est-à-dire que il y a vraiment cette idée d'angoisse un peu existentielle. Les Nécrons qui sont morts depuis, on va le voir dans leur lore, des millions d'années et qui ressurgissent, sont pas censés être hyper clean, sont pas censés en fait être des Terminator T800 du film Terminator. Voilà, ils sont censés être un peu plus flippants et potentiellement un peu plus inspirants, enfin dans le sens peut-être un peu dark du terme, je sais pas trop si vous voyez ce que je veux dire, mais voilà, ces espèces de gros monolithes qui flottent, c'est pas censé juste être un cube dans les airs, c'est censé te dire oula, d'où ça sort, qu'est-ce que ça me veut quoi. Techniquement, il régnait sur la galaxie à l'époque où nous les humains on n'était pas grand chose, donc Ou même on forcément faut. n'existait pas encore. Voilà, c'est ça. Donc il faut que Games Workshop réussisse à retranscrire ça dans sa nouvelle édition. Donc c'est vrai que comme tu l'as rappelé, c'est pour l'instant du coup la sortie majeure de la 9e édition, parce que même les Space Marines qui ont reçu des renforts ne semblent pas avoir plus de, comment dire, enfin, n'ont pas créé l'écart autant, puisqu'ils ont toujours eu beaucoup de sorties. Et surtout, en fait, les sorties Space Marine, elles prolongent les Voilà, sorties c'est ça. Primaris qu'on a depuis 3 ans, alors que là, les Necrons, c'est vraiment totalement nouveau. C'est une faction qui était là, mais qui n'était pas très importante dans le lore, en fait. Et ils l'ont ramené vraiment sur la fin de la 8e édition avec l'immolateur Zeraz, qui est totalement dans l'esprit des nouvelles figurines, c'est-à-dire qu'il est quand même en train d'aspirer l'énergie vitale d'une figurine. Il ramène de la terreur, en fait, dans les figurines Necron. Ils ont refait les guerriers, donc les figurines de base, en enlevant les petits tubes verts en plastique. Donc on enlève ce côté un peu cartoon que pouvaient avoir les figues. Et maintenant, les Necrons, ils sont beaucoup plus abîmés en fait. Les Ouais. figurines ont beaucoup plus d'éclat. Ils ont que ça soit sur les bras, les épaules ou même les visages, on voit qu'ils sont en fait un peu cassés, un petit peu abîmés. Ça rappelle énormément les vieilles illustrations donc, du codex V3. Et en fait, ça donne ce côté, c'est une armée de figurines qui meurent et qui se relèvent en fait. Ouais, complètement. D'avoir intégré entre guillemets des battle damage qu'on peut d'habitude faire en peinture, les avoir intégrés dans la sculpture, c'est donner dès le début des figurines un aspect mort-vivant qui va se relever et qui t'aura beau les éliminer, ils vont toujours revenir. Et ça, c'est plutôt très cool. Et du coup, ça complète, voire même ça parachève un petit peu toute la gamme Necron qui, par le passé, avait été aussi développée un peu sur le côté, notamment avec Forge World qui a développé des kits résine pour du coup des unités super lourdes comme les pilons. Il y a aussi eu le jeu Battlefleet Gothic qui nous a proposé des vaisseaux Necron à l'apparence très Stargate. Pour le coup, si vous avez regardé un épisode de Stargate, vous voyez à quoi ça ressemble. Et avec la 6e édition de Warhammer 40 000 et sa version du jeu Apocalypse, donc c'est le format très vaste de Warhammer 40 000, les Necrons s'étaient offert un kit qui peut-être était là aussi le plus gros à l'époque, qui est le Tesseract ou l'Obélisque. Oui, Qui c'est est ça, c'est l'espèce de gros d'énormes monolithe dans lequel monolithes. il y a un Ctan. C'est ça. Ouais. Et qui est. Je l'ai jamais vu en vrai, cette et- figue. Je l'ai vu en vrai et c'est n'importe quoi. Enfin, ça part dans tous les sens et surtout, enfin, ça fait la taille d'une boîte à chaussures, quoi. Donc c'est vraiment gigantesque. Et je sais pas comment tu peins ce truc-là parce qu'en vrai,
En plus, c'est beaucoup de surface plane par rapport aux nouveaux monolithes. On les comparera peut-être un peu plus loin dans le podcast, mais c'est vrai que c'était un kit qui, quand il est arrivé, a fait beaucoup de bruit parce que en plus il a ces deux assemblages. Il y en a un assemblage où il s'ouvre et cet assemblage-là, il est très hollywoodien, très spectaculaire. Et c'est vrai que je me souviens que les gens à l'époque s'excitaient quand même beaucoup là-dessus. Bref, ce rappel de l'évolution de la gamme Necron au sein de l'histoire du Games Workshop étant fait, rentrons dans le vif du sujet avec le lore de cette faction qui, à l'origine, du coup, s'appelait les Nécrontyres, je l'ai dit tout à l'heure, et ils étaient faits, comme vous et moi, de chair et de sang. Après, c'était une race assez belliqueuse et plutôt puissante qui était en guerre avec la race des Anciens. C'est l'une des tartes à la crème des univers de fantasy ou de science-fiction. Voilà, il y a des Anciens. Ils sont toujours là. Ils Ils sont s'appellent toujours toujours là. pareil, mais ils sont plus là après. C'est ça, ils sont plus là après, c'est pour ça qu'on les appelle les Anciens. Et donc, du coup, les Nécrontyres affrontaient les Anciens dans une quête pour l'immortalité. Et du coup, dans leur quête, ils reçoivent l'aide de puissants Cthulhu ou Catan, je ne sais pas Ou exactement comment on Cétane, ça prononce. dépend des prononciations. Voilà. Tout le monde le dit un peu comme il veut. Et oui, parce qu'on le rappelle, personne ne peut vous dire ça se prononce comme ça. Enfin, peut-être à part les créateurs du jeu et encore. Bref, du coup, c'est le début de ce qu'on appelle la guerre céleste, puisque nos amis les Cthulhu arrivent et disent tiens, les Nécrontyres, vous voulez être immortels, nous on a la solution, puis on va vous aider à goumer les anciens. Ça s'appelle le biotransfert. Alors, c'est quoi le biotransfert, JB? Et ben, en fait, les Cthulhu proposent aux Nécrons de devenir immortels en transférant leur chair dans du métal et en transférant aussi leur âme et leur esprit dans du métal. Le problème, c'est qu'au moment où ils font ça, eh ben, ils se rendent compte qu'ils perdent leur âme et une partie de leur libre arbitre, et ils deviennent en fait les esclaves des Cthulhu. Complètement. Et du coup, à part quelques classes dirigeantes, la plupart des Nécrons du coup n'ont plus d'âme, n'ont plus de libre arbitre. Mais d'une certaine manière, ce biotransfert est un succès puisqu'ils finissent par battre les anciens et se révolter contre les Cthulhu à l'initiative de Zarek, dont on va reparler tout à l'heure, qui est le dernier des rois silencieux. En gros, le roi silencieux, les rois silencieux, même au pluriel, ce sont les leaders des Nécrons qui se sont un peu passé le commandement de cette faction, de cette race, au fil des millénaires, voire même de millions d'années. Oui, il y a toute une histoire de hiérarchie et de dynastie chez les Nécrons, et le roi silencieux est un petit peu celui qui contrôle la plus grosse dynastie et qui est capable de les rallier tous. Et du coup, en fait, ils se rebellent contre les Cthulhu, ils arrivent à les battre et en fait à les emprisonner. Et en fait, ça devient donc les Cthulhu, qui étaient les anciens dieux des Nécrons, deviennent leurs esclaves. Et il y a tout un truc maintenant dans la 9e édition de Warhammer 40 000 où ils mettent en place la hiérarchie en fait, au sein des armées. Et quand on regarde la hiérarchie au sein de l'armée Nécron, et ben en fait, les Cthulhu, ils sont plus bas que les guerriers de base ou que les scarabs. Donc c'est Oui. vraiment la fin du monde, quoi. C'est des Pokémon maintenant, tu vois. Ils sont enfermés dans des obélisques et ils sont libérés pour utiliser leur pouvoir pendant les combats. J'aime beaucoup ce parallèle. Ouais, effectivement, ce qui est très Warhammer 40 000 ou très Warhammer de manière générale dans leur histoire, c'est que voilà, ce sont une faction en quête d'immortalité qui arrive à trouver l'immortalité, mais au prix d'un sacrifice énorme, et qui par ailleurs, du coup, est réduite en esclavage avant de réduire elle-même en esclavage chez les esclavagistes. Donc ça, c'est complètement une espèce de paradoxe ou de serpent qui se mord la queue qu'on a partout. C'est un motif qu'on retrouve partout dans l'univers de Warhammer 40 000, c'est pour ça qu'on l'aime beaucoup. Et donc, du coup, ce fameux roi silencieux, pensant que sa civilisation ne pourra pas encaisser plus de conflits, notamment avec les Eldari, qui sont du coup ou les Eldar, qui sont les héritiers directs des anciens, se dit bah tiens, on va pas pouvoir enchaîner deux guerres là, plus une révolution, donc on va se mettre en sommeil. Et moi, à titre personnel, roi silencieux, je vais m'exiler par-delà les étoiles. Ouais, et là, il y a quelque chose, je ne sais pas si c'était déjà présent en fait dans le lore Nécron avant cette V9, mais il y a quelque chose qui, moi, j'étais pas du tout au courant, c'est que en fait, en s'exilant, ils se sont plus ou moins cachés dans plein de planètes. Et ce que vous raconte le codex, c'est que dans plein de mondes au sein de l'univers, il y a des Nécrons endormis en fait qui sont sous terre, qui sont enfermés dans des espèces de grandes cryptes et qui là, du coup, commencent à ressurgir un peu partout. Donc ça permet, en termes d'univers, de justifier des conflits avec les Nécrons un peu partout et de montrer que la menace Nécron, elle est présente partout dans l'univers. Et il y a ce côté où on va avoir des illustrations, des cryptes Nécrons, des Nécrons endormis, chose qu'on n'avait pas avant en fait. Ouais, complètement. On va voir les Nécrons en fait vivre et se réveiller. Et il y a toutes ces descriptions en fait des cataclysmes que provoque la sortie de cryptes énormes qui surgissent de la Terre et qui créent des failles tectoniques, qui ouvrent des continents en deux et qui déversent des flots de Nécrons ininterrompus.
parce qu'en fait, avec la découverte des Blackstone Fortress et du Nexus Paria en fin de V8, le roi silencieux s'est réveillé et il a un peu envoyé des SMS à tout le monde en disant bon les gars, ça y est, c'est le moment, on sort. Ouais, parce qu'il est revenu de son exil et du coup il essaye de rallier un petit peu les différentes dynasties à son compte, tout comme il le faisait par le passé. Il y a plus de 60 millions d'années de cela, on nous dit dans le codex. Et du coup, quand les dynasties se réveillent, c'est avec différentes disparités, parce que tu le disais, JB, c'est des cataclysmes pour les gens qui habitent au-dessus, mais parfois aussi pour les nécrons eux-mêmes, parce que il y a certaines dynasties qui ont été isolées par les années, qui sont privées de leurs vassaux ou de leurs maîtres, donc qui doivent un peu improviser, avec un libre arbitre qui n'est pas toujours très étendu, comme on l'a dit tout à l'heure. Et il y a des mondes tombaux aussi qui ont été pillés, un peu façon Égypte antique, etc. Donc il y a peut-être des technologies qui manquent. Il y a des armées qui se réveillent complètement brisées par la folie parce qu'elles se souviennent qu'il y a 60 millions d'années, ils étaient peut-être faits de chair et de sang et d'un coup ils se réveillent dans les corps métalliques. Plutôt mauvaise ambiance. Donc voilà. C'est pas un bon délire, c'est le réveil de 6 h du matin, tu vois, c'est celui Ouais. qui pique un peu. Complètement. Mais qu'en est-il de la société Nécron, puisque tu laissais entendre que du coup dans le codex on voit des illustrations qui sont un peu inédites sur le côté moins militaire de la chose, et c'est d'ailleurs une des grandes réussites de la V9 d'ores et déjà, on peut le dire, c'est de présenter via les illustrations ou même les différents récits et le background writing qu'on a dans chaque bouquin, souvent des aspects moins militaires de cet univers, et aussi des illustrations qui sont plus forcément celles des figurines ou celles des batailles en fait. Et ça c'est une vraie direction qui a été donnée par le studio Warhammer 40 000 chez Games Workshop, et on le ressent d'emblée dès les deux premiers codex Space Marine. Ouais, c'est une bonne chose en fait que les illustrateurs se soient un peu, on va dire, lâchés et qui ne représentent pas que des scènes de combat et des scènes de bataille. Là, sur les Nécrons, on voit pas mal de cryptes, comme je disais, des espèces de grandes rangées avec plein de cercueils. On voit aussi tout ce qui est les dynasties Nécrons et on va dire les personnages qui dirigent ces dynasties. Donc il y a les pharaons qui sont un petit peu les chefs des dynasties, et en dessous il y a les cryptèques qui sont un équivalent un peu de sorciers, même s'il n'y a pas de magie chez les Nécrons. Et d'ailleurs, ils ont vraiment développé ces principes de cryptech, parce qu'avant, en fait, il n'y en avait qu'un, c'était le cryptech, et ils faisaient à peu près tous la même chose. Là, ils en ont créé 4 différents, qui ont tous des compétences et qui ont un rôle différent, et qui, en fonction des dynasties, ont de l'importance ou pas. Et il y a même des dynasties qui ne sont dirigées que par des cryptech, donc un petit peu comme si c'était une sorte de collège universitaire qui dirigeait une dynastie. Donc ça vient créer des dynamiques entre les dynasties. Donc il y a certaines dynasties qui sont prêtes à collaborer les unes avec les autres, d'autres qui sont en totale opposition. Ils ont vraiment donné beaucoup de personnalité, je trouve, à ce qui était avant juste une armée de squelettes de métal, quoi. Ouais, complètement. Et c'est vrai que ça se ressent beaucoup, notamment sur cette V9, parce qu'il y a un vrai effort qui est fourni sur les illustrations, même sur la mise en page du codex. Alors, il y a toujours des petites erreurs d'un point de vue règle, où des fois, on a deux persos qui sont censés aller ensemble, qui ne sont pas sur la même page, par exemple. Mais c'est vrai que pour toute la partie univers, on est complètement plongé, en fait, dans ce qui est dans cette société Nécron, dans cette civilisation-là, alors que, techniquement, il y a quasiment moins de pages que d'ordinaire sur les différentes unités, parce qu'on revient à une formule qui est très V2, où vous avez le profil de l'unité en jeu et à côté une petite description sur ce qu'elle fait dans l'univers, alors qu'avant on avait une page de description dans l'univers pour chaque unité, ce qui souvent revenait à décrire la figurine que vous pouviez voir en photo quelques pages plus tard, donc c'était pas très intéressant. Ouais, et puis ça prenait souvent beaucoup de place pour pas grand-chose, parce que tu sentais que des fois, il n'y avait pas grand-chose à raconter sur certaines unités. Tu avais des fois des petits encarts de fluff qui te racontaient des choses sympas, mais j'ai trouvé en tout cas que la lecture telle qu'elle était présentée en V9 est beaucoup plus simple et beaucoup plus organique en fait. T'as pas cette espèce de catalogue d'unités, mais tu as plus une progression sur l'histoire du peuple, où ils en sont, où ils viennent. Tu as des parties très explicatives et des parties un peu plus romancées. C'est assez bien géré, je trouve. Ouais. C'est un codex que j'ai trouvé assez agréable à lire en fait. Complètement. Et on a pu jeter un œil à celui de la Death Watch, des Space Wolf, et ceux qui sont sortis entre-temps sont surtout des codex Space Marine, mais qui sont très bien aussi dans la mise en page et dans ce qu'ils peuvent générer en termes d'inspiration, en fait. Et ça, c'est plutôt cool parce que ça vous enferme pas comme tu disais, dans un catalogue de description qui vous dit, voilà, cette unité, c'est ce genre de truc. Non, c'est cette unité, c'est l'unité de base. Voilà à peu près ce qu'elle fait. Maintenant, tu peux l'interpréter à ta sauce parce qu'il y a des illustrations qui les montrent de manière souvent assez originale. Et ce qu'on voit aussi dans le codex, c'est donc les différentes technologies dont font usage les Nécrons. C'est une race qui est quand même très définie par sa technologie, comme à peu près c'est toujours un peu le cas dans les factions quand on parle d'un univers de science-fiction, mais chez les Nécrons, c'est particulièrement le cas, puisque du coup, ils ont les armes Gauss et leurs faisceaux désintégrateurs moléculaires. Alors, bon, ça envoie. Ils ont les armes Tesla,
donc qui prennent la forme d'une sorte de foudre vivante. Moi, mes préférés, les lames d'hyperphase, du coup, qui vibrent à travers les dimensions. Donc, quand on se prend un coup de lame hyperphase, généralement, c'est pas très sympa. Voilà. Mais ça, c'est tes préférés parce qu'en fait, ça fait des super beats pour de la Deathwatch Space Marine. Ouais, il y a ça aussi. C'est vrai que les Space Marines qui utilisent les armes extraterrestres contre eux, j'ai toujours trouvé ce concept assez dingue. Et bien sûr, il nous faut parler du métal organique. Donc, c'est ce fameux métal qui, du coup, a servi au biotransfert et qui, du coup, est décrit de manière assez bizarre puisqu'on nous parle d'un état moléculaire semi-conscient qui leur permet de se réparer à loisir. Donc, c'est un peu comme si les mecs étaient composés, je sais pas, de millions de nano-robots super microscopiques. Et du coup, dès qu'ils prennent un tir, eh ben, ça comble les trous, ça répare tant bien que mal. Bah, ça fait quand même très très écho à, j'ai oublié comment ils s'appelaient ces personnages dans Stargate SG1, les espèces de petites araignées de métal qui, quand elles étaient détruites, se reconstituaient. Ça, c'est quelque chose qu'on a l'habitude de voir, entre guillemets, dans la fantasy et dans la science-fiction, le métal conscient qui se reconstitue. J'ai trouvé quelque chose qui avait été bien fait à ce niveau-là, c'est dans le nouveau schéma de couleurs qu'ils ont donné Ouais. aux nouvelles figurines Necron. On a l'impression que le métal, il est un peu marron beige du coup, et il y a vraiment un côté organique. Ils ont réussi à faire une texture métallique qui ressemble à de la chair, et je trouve que ça rend super bien et ça donne vraiment ce côté flippant en fait au Necron, qui sont Complètement. ils sont plus en aluminium, tu vois, ou en Ouais, c'est métal. ça. Ils ont un côté organique. Part de la dynastie Seracan, qui est du coup celle du roi silencieux. Du coup, je crois qu'on avait parlé de ce schéma de couleur quand on avait parlé de Seras, quand il avait été révélé pour Psychic Awakening. Et c'est vrai qu'on s'était tout de suite dit, tiens, ça ajoute un cachet de fou au Necron. Et pour une fois, le côté métal organique est rendu sur la figue, bien plus que on l'avait par le passé. Et ça, c'est aussi une belle réussite. Je crois qu'ils se sont inspirés notamment de l'idée des différents métaux et comment ils vivent à travers le passé en allant dans des musées, regarder comment les armes et notamment aussi les pièces de monnaie qui viennent peut-être par exemple de l'Antiquité, comment elles évoluent à travers les âges en termes de couleurs, etc. Et c'est pour ça qu'ils ont créé ce côté un peu presque beige métallique que tu disais. Et Ouais, parce que c'est une sorte de cuivre en ouais, fait c'est en termes ça. de couleur, mais qui est très rosé en fait. C'est assez. J'ai du mal à définir en fait vraiment la couleur C'est ou le curieux, métal que c'est, mais je trouve que ça rend super bien. complètement. Et on est tous les deux d'accord là-dessus. Et du coup, ça me permet d'embrayer et de terminer avec les dernières technologies un petit peu en vrac dont font usage les Nécrons. C'est vrai qu'en dehors de ces différents aspects, on a parlé du film Terminator, de la culture égyptienne, etc. Il y a quand même une vibe très science-fiction des années 50 avec les Nécrons parce qu'il y a ce côté téléportation, rayon, bouclier, même maintenant qui a été incarné à travers différentes figurines dont on va parler plus tard, notamment les marcheurs pardon, Canoptech, donc, qui ressemblent vraiment au tripode de la guerre des mondes. Et du coup, ça, c'est une autre facette sur laquelle tu peux t'appuyer pour créer une armée Nécron. C'est vrai qu'on ne le voit pas forcément. Généralement, les gens les traitent en métal, tu vois. Mais je pense qu'il y aurait presque un truc presque steampunk ou un peu rétro à faire avec les Il y a un Nécrons côté grâce un à ces peu figues-là. rétro-futuriste, Ouais. et ces courants-là, et ouais, presque steampunk aussi dans les dernières sorties. Et bah, ça se ressent sur ces côtés, sur ces créatures un peu bizarres. Et il y a aussi sur le. Tu peux jouer en fait avec, vu qu'ils maîtrisent la Blackstone, Mhm. donc la roche noire, qui est un peu une sorte de matière qui peut tout faire dans l'univers de Warhammer. C'est un peu ça, ouais. C'est un peu facile quoi. C'est ouais, mais c'est de la roche noire. On peut Abaddon il en a, les Nécrons ils en ont, et c'est cette espèce de pierre qui permet de canaliser l'énergie du warp. Et bah du coup d'en avoir mis beaucoup chez les Nécrons, ça leur en fait c'est ça qui vient compenser leur absence de magie, c'est-à-dire qu'on leur ramène un côté mystique via cette Blackstone, parce que sinon ça serait du métal organique, donc ça serait quelque chose de très terre à terre entre guillemets, et moins magique. Ouais, complètement. Du coup, ils ont cet aspect mystique, à contrario, en maîtrisant du coup la Blackstone et en pouvant aller jusqu'à nullifier quelque part les énergies du Warp, donc qui sont une sorte d'enfer et qui permet aux autres races, par exemple, de voyager ou effectivement, comme disait JB, d'utiliser de la magie. Et c'est ce qui a donné notamment naissance au Nexus Paria, qui est du coup une zone dans la galaxie où désormais les messages, les vaisseaux et tout ça ne passent plus parce que les Nécrons sont en train de refermer la faille qui a coupé l'Imperium en deux et dans lequel, du coup, cette faille, le warp, d'habitude, il circule librement. Et là, les Necrons ont dit non, 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 ça on a interdit, on a mis nos pylônes de Blackstone et du coup, maintenant, on refait notre petite enclave là-dedans. Et c'est pour l'instant, l'un des enjeux pardon, de cette nouvelle édition de Warhammer 40 000, c'est d'explorer cette zone-là. Bah oui, parce qu'en fait c'est une zone dans laquelle, comme tu as dit, le warp est nullifié.
Et au final, le but des Necrons, c'est tout simplement de supprimer le warp via leur technologie. Ils aiment pas du tout Ils cette aiment pas facette-là de les la démons, galaxie. ils aiment pas tout ça, ils aiment pas le fait que les Eldar ils puissent se servir des pouvoirs psy et ce genre de choses. Et ça pose problème un peu à tout le monde en fait de vouloir nullifier le warp parce que ça coupe les voyages interstellaires, ça coupe la transmission des messages. Et il y a tout ce côté où ils ont réussi en fait via ça à faire des Necrons une vraie menace globale entre le fait qu'ils se réveillent partout dans la galaxie et qu'ils aient maintenant ce pouvoir d'interdire le warp, ça donne une vraie menace et ça donne des raisons en fait que ça soit au Space Marine, à l'Imperium de les combattre, mais aussi au Chaos et aux autres races Xenos. Ouais, tu parlais d'Abaddon tout à l'heure, et du coup, je donne un exemple. Moi, ma force Crusade pour cette 9e édition, c'est la Black Legion. La Black Legion a utilisé de la Blackstone pour détruire Cadia à l'aube de la 8e édition. Donc maintenant, l'histoire de mes petits gars, c'est qu'ils vont aller dans le Pariah Nexus, aller récupérer des morceaux de Blackstone. Et ça prouve que du coup, toutes les factions sont quelque part impactées par ce retour en force des Nécrons. Et parlons-en justement du retour en force avec du coup une description de la gamme et des figues qui la composent. On va nous dire un petit peu, on va vous dire pardon qui ils sont et ce qu'on pense de ces figues. Est-ce que ça te va, JB? Ouais, je pense qu'on peut commencer par ce qui forme un peu l'unité de base des Nécrons, donc c'est le guerrier, et on va peut-être après développer les différentes interprétations de ce guerrier, les différents personnages, et après les unités un petit peu spécialisées. Grave. Let's go. Commençons par les guerriers Nécrons alors. Allez, qu'est-ce que tu penses des guerriers Nécrons, Thibaut? Bah, tu l'as dit tout à l'heure, ils ont été retapés et je trouve en bien. Après, du coup, c'est pas un kit qui est très modulable, on peut juste changer les armes. Après, ce qui est plutôt cool, c'est que du coup, maintenant, ils ont une option d'armes, ce qui veut dire que, par exemple, je sais pas si tu veux faire 2 packs de 10 ou même 2 packs de 20, parce que ça se joue souvent en grande quantité. T'es pas obligé de peindre 40 fois la même figue, ça c'est quand même toujours appréciable. Et c'est vrai que chaque sculpture a beaucoup plus de personnalité que par le passé. C'est vraiment des zombies mécaniques. On voit que parfois il y a des câbles qui pendouillent, il y en a qui ont la mâchoire qui dégouline, il y a des petits morceaux comme ça de personnalité qui se dégagent. Moi je trouve que c'est une pure réussite ces guerriers Nécrons, d'autant qu'ils sont pas si différents de ce qu'on avait l'habitude de voir. C'est vraiment le relifting parfait, tu vois, le design reste quasiment le même, c'est très différent et en même temps c'est la même chose. Et par conséquent, je trouve que c'est une réussite. Ouais, et puis cette possibilité de double arme, mine de rien, ça crée quelque chose d'assez sympa. C'est, je pense par exemple à Thomas, notre ami qui joue Necron. Qu'on salue. Oui, effectivement, on le salue. Et puis il nous a fait un petit cadeau en plus aujourd'hui, ça fait plaisir. Exact, on le mettra sur le compte Instagram. En fait, il avait déjà beaucoup de guerriers Necron, on va dire ancienne génération. Et là, avec les nouveaux guerriers, vu qu'ils ont 2 choix d'armes et que le kit est assez bien fait, c'est-à-dire que tu as vraiment les doubles options pour toutes les figurines, il se retrouve avec plein d'armes en plus. Et il va pouvoir upgrader, entre guillemets, ses anciens guerriers avec les nouvelles armes. Et ça s'intégrera complètement dans la nouvelle esthétique de l'armée et dans la gamme. Complètement. Passons à leur variante un peu plus lourde, donc les immortels. Maintenant que les guerriers Nécrons ont été refaits dans ce look, je me demande pourquoi les immortels n'ont pas été aussi refaits à cette sauce. C'est plutôt des unités de 5 avec des armes lourdes. Mais du coup, l'équipement alternatif des guerriers Nécrons ressemble quand même pas mal à celui des immortels. Du coup, je les trouve moins singuliers qu'ils ne l'étaient par le passé quand on les comparait aux vieux guerriers. Je sais pas ce que tu en penses. Avant, tu avais vraiment l'impression que c'était des guerriers plus gros, plus lourds, parce qu'ils ont en plus ils ont la même architecture de base et le même corps, mais ils ont des petites épaulettes en plus et des armes un peu plus grosses. Là, moi, ce que je trouve un peu dommage, c'est qu'ils ont pu ce côté taper qu'ont les nouveaux guerriers en fait. Ils n'ont pas ce côté avec un petit peu d'éclat et un petit peu abîmé. Ils sont un peu trop propres. Après, voilà, c'est des immortels, donc on imagine qu'ils meurent pas souvent. Et c'est jadis les troupes de choc des Nécrontyres, Voilà. donc peut-être qu'ils disposent d'un corps plus clean. Plus résistants, qui sont un peu plus réparés. Voilà, alors qu'on laisse les guerriers Nécrons se retaper démerder tout seuls. Après, je trouve que les figurines sont encore très bien. Elles passent très bien à côté des nouveaux guerriers. Si tu te dis que tes immortels ils sont plus beaux, plus résistants et moins cassables, entre guillemets. Et par contre, je suis pas d'accord avec toi pour les armes. Parce que je trouve que maintenant elles sont vraiment cohérentes. Parce que tu as l'impression que en fait, les immortels, maintenant, ils ont l'arme du guerrier, mais x2. C'est vrai, je vois ce que tu veux dire. À la place des tubes verts, ils ont mis des tiges, on va dire, noires pour simplifier, avec des ronds de couleur qui sont là maintenant peints en vert un peu fluo, qui symbolisent je trouve que c'est le nombre de ronds symbolise la puissance de l'arme. Tu vois le gun qui se charge, genre voilà, le truc qui se charge au fur et à mesure avant
de tirer en Gauss ou en Tesla. Et là, je trouve que tu as vraiment cette impression que les immortels, ils ont un gun 2 fois plus gros que les guerriers. Donc, je trouve que sur ça, ça marche bien. Ok, bon, tu m'as convaincu. Passons aux différents personnages. On reviendra un petit peu sur d'autres unités qui ne sont pas des unités de base, mais des unités de spécialistes qui sont ont un peu le même look et sont basées sur le même squelette. Mais rentrons un petit peu dans les différents seigneurs qu'on peut avoir pour les guerriers Nécrons. Je te propose de commencer avec deux trois figues qui viennent de la nouvelle boîte et de la nouvelle génération de de Nécrons, pardon. Donc Indomitus nous a offert par exemple le seigneur Scorpec sur ses trois pattes, qui est un seigneur destroyer du coup, qui est archi vénère, que moi je trouve pas mal. Mais qu'est-ce que toi t'en penses, JB? C'était un peu le reveal d'Indomitus. Je sais pas si tu te souviens de cette cinématique Ah bah oui, si, je m'en souviens. qui était sortie pour dévoiler cette boîte. Et tu avais ce gros Scorpec à la fin qui était Brrr. totalement nouveau. Parce qu'en plus, c'est la première fois qu'on voyait cette nouvelle architecture de Necron où ils ont 3 pattes. Je trouve que la figurine, elle est très impressionnante. Après, moi, les Scorpec et les nouveaux, ce nouveau Cult Destroyer, on reviendra peut-être un petit peu plus en détail dessus. Je l'aime pas spécialement en fait. Je trouve qu'il diffère de l'ADN des Nécrons, mais dans un style qui est arachnéen, mais il est peut-être pas assez en fait pour moi. J'aurais bien aimé qu'ils aillent un petit peu plus loin dans ce délire de monstre en fait. Genre avec un espèce de corps de blatte ou Ouais, de mille voilà, pattes, ouais, un truc comme ça. qu'ils insistent un peu plus sur le côté insectoïde et arachnoïde. Après, de faire 3 pattes, je trouve ça assez sympa parce que c'est 3 pattes, c'est pas un nombre de pattes qu'on a l'habitude de C'est voir. Donc ça donne un petit peu de personnalité et ça fait qu'ils ressemblent moins, je sais pas, à des figurines du Mechanicus ou ce genre de choses. C'est une grosse pièce, ça c'est cool parce que les Nécrons avaient, entre guillemets, que des petites figurines et on va voir que de toute façon tous les autres personnages nommés ancienne génération étaient vraiment des petites figurines. Là, tu commences à avoir des QG Nécrons qui sont imposants. Et surtout, là, tu as un vrai QG de corps à corps. Tu Mhm. as vraiment ce côté, c'est une figurine qui va au charbon. Et ça se ressent dans le look et dans le design. Complètement. On passe à une figue qui, je crois, nous plaît à tous les deux. C'est le garde royal, qui est aussi dans Indomitus et les différentes variantes de boîtes. Il est aussi, je crois, dans 2-3 boîtes pour commencer Warhammer 40 000, si je dis pas de bêtises. Possible qu'il soit dans soit le tout petit starter, soit le gros starter, mais dans un des deux starters. Ouais. Moi, je trouve qu'il est la parfaite synthèse entre les différentes inspirations de la gamme Necron. C'est-à-dire qu'il y a toujours ce côté T800, notamment avec le genou en avant, sur lequel repose le méga gun, qui est câblé. Donc là aussi, on ressent un peu le côté Warhammer 40 000, les gros guns. Il y a toujours un câble qui traîne et qui va dans le dos, on ne sait pas pourquoi. Mais en même temps, il est plus décoré. Il a aussi une sorte de cape dont les petites côtes de mailles, je ne sais pas exactement qui la composent, ont un look un peu de cercueil, un motif qu'on retrouve un peu partout forcément dans la gamme Necron, et qui je crois du coup est le motif des dynasties en fait de manière générale. Je crois qu'ils avaient expliqué ça sur un show sur Twitch, mais peu importe, du coup elle a une putain de classe cette figure. Ouais, moi c'est de la partie Necron Indomitus, c'était ma figurine préférée. Alors qu'elle est quand même relativement classique, t'es d'accord pour le dire? C'est un lieutenant en fait, c'est un immortel un peu plus gros. Il a ce côté un peu abîmé qu'ont les guerriers maintenant. Donc tu vois, il est, comme tu disais, il fait bien la synthèse entre l'ancienne et la nouvelle gamme. J'adore en fait la cape, la pose de la figurine. C'est une pose classique Warhammer avec le pied sur un rocher, tu vois. Tous les lieutenants Space Marine ont cette pose-là. Ils aiment beaucoup les rochers. Mais ouais, je trouve elle dégage quelque chose vraiment la figue. Et en fait, c'est des figurines que j'aime bien parce que c'est des figurines où tu vois qu'elles sont sur le champ de bataille pour accompagner les unités. Elles n'ont pas cette espèce de côté, je suis un stratège qui reste à l'arrière. Il y a vraiment ce côté, comme un peu avec le Seigneur Scorpec avant, c'est des figurines qui vont au charbon. Quoi. Ouais. Lui, il est là pour avancer avec les guerriers. Tu as tout ce côté implacable de l'armée qui va avancer en permanence, qui va se faire détruire, mais qui va revenir. Et je trouve qu'il incarne vraiment bien ce côté nuée sans fin des Nécrons. Quoi. On avance, on se fait tuer, on revient, on se fait tuer, on revient. C'est une figurine que j'aime beaucoup. Qu'en est-il de nos amis qui fonctionnent un petit peu par paire, puisque je voulais parler du dynaste et du tétrarque, qui sont du coup en gros des figues à peine plus anciennes et qui représentent les commandants Nécrons à pied un peu plus classiques. Donc le tétrarque, c'est un peu, on va dire, l'équivalent d'un capitaine Space Marine pour ceux qui voient, et le dynaste, lui, c'est, on va dire, un lieutenant un peu plus vénère. Ils ont tous les deux cette fameuse orbe de résurrection, je crois, dans la main. C'est ce qui les identifie.
mais c'est des figues que moi je trouve finalement assez classiques, surtout que maintenant qu'on les compare à la version Indomitus des Necrons. Je sais pas ce que toi t'en penses, est-ce qu'elles se tiennent dans cette gamme ou non? Je sais pas si avant c'était le même profil ou s'il y avait autant entre guillemets d'échelle et de hiérarchie chez les Nécrons, mais j'aime bien ce côté où maintenant il y a l'équivalent du capitaine ou du lieutenant. Ça vient faire l'emphase avec ce qu'on disait tout à l'heure sur la hiérarchie des dynasties, sur les pharaons, sur les cryptèques, tout ça, d'avoir vraiment réorganisé toute la gamme et tout le côté stratégique et les états-majors de la gamme, je trouve que c'est bien. Après, c'est des figurines qui, là, sont pas nouvelles, on commence à être un petit peu vieillissantes. Il y a, je sais, un nouveau tétrarque qui a été mis dans Indomitus et qui est, pareil, trouvable dans les boîtes de base maintenant. Il a une pose assez sympa, mais j'aime bien l'ancien avec son orbe de résurrection et surtout avec sa faux, en fait, parce que le nouveau, il a une espèce de hache. Donc il y a une lame hyperphase qui ressemble un petit peu en fait aux lames hyperphase, on verra après, des gardes Nécron. Ouais, complètement. Après, je pense que c'est aux collectionneurs Necron un peu de choisir du coup la figue qu'ils veulent par rapport aux équipements qu'ils veulent jouer du coup, puisque la version Indomitus elle est très classe, mais du coup elle ne porte pas d'orbe de résurrection. Donc si tu as envie de jouer en What I See is What You Get et que tu veux vraiment avoir l'orbe sur ta figurine, c'est vrai que ça peut être sympa. Sinon vous faites une petite boule de green stuff et vous la mettez à sa ceinture. Mais ce qui est bien, c'est que c'est des figurines qui, au final, sont quand même assez customisables et tu peux un peu faire ce que tu veux dans le choix des armes, dans le choix des équipements. Ça appelle un petit peu à la conversion et je sais que on va revenir à Thomas, mais Thomas, j'ai l'impression que des dynastes et des tétrarques, il en a 25, tu vois. Parce qu'il prend un guerrier Nécron, il change les bras, il change un peu la tête, il rajoute deux, trois trucs. Et c'est des figurines qui appellent quand même à la conversion et ça, c'est assez sympa. Bah pour tous ceux qui ont topé plusieurs boîtes Indomitus ou plusieurs boîtes de lancement Warhammer 40 000 édition 9, c'est vrai que tu as quand même 2-3 persos en double et donc du coup tu peux commencer à faire des conversions plutôt stylées. Mais passons du côté un peu vizir, alchimiste, conseiller. Parlons des différents cryptech qui existent dans la gamme. Puisque tu nous l'as teasé tout à l'heure, Jean-Baptiste, maintenant il y en a au moins 4. Il y a le technomancien, il y a le psychomancien, il y a le chronomancien, il y a même le plasmancien. Alors le technomancien, c'est celui qui était apparu justement pendant la V8 avec cette boîte, je crois qu'il les opposait au Mechanicus, j'ai envie de dire, mais je ne suis C'est pas ça. sûr. Ok, c'est ça. Donc il est légèrement en avant, il a un petit scarab sur son socle, ce n'est pas un rocher cette fois, il est plutôt très classe, il a même cette espèce de petite barbichette métallique qu'on va retrouver ensuite chez la plupart des, bah oui, en fait, tous les cryptètes. Bah, ça, c'est clairement une référence à, je sais pas comment ça s'appelait, mais au casque et au masque qu'avaient les pharaons. Donc, on est encore dans l'ADN égyptien de la gamme. Moi, j'aime beaucoup les 4 cryptech. J'adore en fait cette idée d'une dynastie qui se serait passée de ses rois et qui aurait, comme je disais tout à l'heure, un collège étudiant ou un collège scientifique qui gérerait la dynastie. Et c'est des figurines qui sont. Il y en a 3 qui sont très récents, un qui a quelques années. Il me semble qu'il y en a 2 qui sont même pas encore sortis Ouais, au moment où on enregistre le podcast. bah, c'est le psychomancien et le chronomancien. Voilà, et le psychomancien, c'est mon préféré des Ok. 4. Il a un espèce d'effet qu'on retrouvera sur le dernier Ectane, qui est comme un peu une sorte de pixel en fait. Avec lui, il a un espèce de visage sur son socle qui apparaît en petits carrés et qui se pixelise. Et c'est un nouvel effet qu'on a chez les figurines Necron que je trouve très joli et qui, du coup, va avec l'aspect numérique et robotique des Necrons. Ouais, ils ont vachement développé sur cette partie de la gamme-là en particulier une nouvelle esthétique plutôt horrifique, plutôt informatique aussi, comme tu disais, qui donne beaucoup de charme à ces figues-là. Le psychomancien, moi j'adore aussi le chronomancien pour ces cubes qui tournent au-dessus de sa tête. C'est une figurine qui maîtrise le temps, le psychomancien lui maîtrise la peur, le plasmancien lui va manipuler l'énergie. Du coup, le plasmancien, on l'a déjà, puisqu'il est dans les boîtes Indomitus et leurs variantes. Mais c'est vrai que toutes ces figues-là, je trouve qu'elles ajoutent une vraie personnalité à l'armée sans être forcément des figues nommées parce qu'en fait ça joue sur aussi des logiques de sculpture qu'on n'avait pas l'habitude de voir. Le plasmancien, il n'a pas de jambes. Et c'est super, super étrange, mais c'est super joli. Elles sont très dynamiques en plus ces figurines-là. Et moi j'aime toujours en fait les personnages qui sont pas des personnages nommés mais qui vont avoir des fonctions de QG comme ça, des personnages de soutien. Je trouve que c'est vraiment là où tu vas un peu développer des spécificités dans une armée et venir en fait donner des idées de personnages qui peuvent après débloquer sur une idée d'une bande, une idée d'une armée, tu vois.
Moi, j'arrive plus facilement à me projeter en me disant je pars d'un personnage qui va être accompagné d'unités plutôt que de me dire ok, j'adore cette unité de base et je mettrai des personnages, on va dire fonction par la suite. Ça sent la petite kill team de Cryptek, moi je vous le dis. Oh, ça serait trop bien. Il y a un petit détail dont on n'a pas parlé, mais qui du coup apparaît via Indomitus, c'est aussi les cryptocères. Donc c'est des espèces d'assistants avec des petites faux à la place des mains. Ils sont tout mignons du coup. Ouais, je dirais pas mignon, mais Ouais, moi je les trouve mignons et ils accompagnent un petit peu les cryptech. Il y a aussi, je crois, une sorte de petit insecte qui peut booster tes différentes unités en les faisant surchauffer en termes d'énergie. Donc c'est là aussi des petits morceaux comme ça de figurines qui sont pas spécifiquement des unités militaires, mais qui sur la table de jeu, je trouve, ajoutent beaucoup de cachet à la faction. Et on veut en voir plus pour d'autres factions, pas que pour les Necrons. Donc Games Workshop, si vous écoutez ce podcast, vous savez ce qu'il vous reste à faire, mais vous travaillez avec presque 4 ans d'avance, donc de toute façon, vous l'avez déjà fait. on sait pas. Peut-être qu'ils vont avoir des idées et que dans 4 ans, on aura des figurines qu'on tease maintenant. Bah, j'espère, on calculera. Les persos nommés maintenant, JB, on a dit, il y en a plein. Oh, il y en a trop. Du coup, on va pas tout revenir sur tout le monde. Par exemple, on pourrait parler de Imhotep, le Seigneur des Tempêtes. On pourrait parler de Trazyn l'Infini, qui est notre préféré à tous les deux. Mais parlons plutôt de Zarek, le Roi Silencieux, qui est la figue majeure de cette nouvelle gamme, qui s'inscrit dans cette nouvelle tendance chez Games Workshop à vouloir créer des espèces de figues. Moi, j'appelle ça des figues diorama. Par exemple, le triomphe de Sainte Catherine, je crois, pour les Sœurs de Bataille, ou Catacross pour les Ossiarch Bone Reaper à Age of Sigmar. J'adore ce genre de figue. Je veux que chaque armée ait ce genre de figue, comme pendant un temps c'était les volants, après ça a été les unités type super lourdes. Maintenant je veux des dioramas pour toutes les armées. Et donc eux, ils ont eu Sarek, sauf que bah, moi je trouve pas si terrible ce Roi Silencieux. Je sais pas ce que t'en penses. Bah, je sais que toi, tu le trouves peut-être un peu statique dans sa pose. Moi, je l'aime bien. J'aime effectivement la figue, elle est peut-être un peu trop droite. Ouais. Mais du coup, ça lui donne un côté un peu majestueux. Tu vois, il bombe le torse, il est là, il est en représentation, quoi. Il y a en plus ce côté où il a ses deux petits assistants qui font très Muppet Show Ouais. à côté de lui. Mais surtout, je trouve qu'en fait, en termes de sculpture, je trouve que c'est une figue qui est incroyable. Elle est dingue. Elle a l'air immense, mais elle tient sur un tout petit truc. Tu as vraiment cette impression qu'elle vole pour de vrai. Et l'échar de Ctan qui est au-dessus de lui, qui est englobé avec tous ces petits éclairs et tout. Je pense qu'en termes de peinture, ça doit être une figurine géniale. Tu dois t'éclater dessus. Il y a plein de textures différentes. Tu as des bouts de Blackstone, tu as du métal, tu as des éclairs. Moi, j'aurais peur de faire une figurine comme ça. Tu vois. Moi, ça m'angoisse un peu. Mais elle est assez impressionnante. Effectivement, le personnage au milieu est peut-être pas assez dynamique par rapport à... Je sais pas si c'est une question de dynamisme ou juste en fait de design. En fait, je trouve que c'est un guerrier Necron alpha, c'est-à-dire qu'en fait il a zéro décoration sur lui si ce n'est sa couronne et sa cape. La couronne, je la trouve très grossière. En fait, c'est juste une version, je sais pas, tu prends un guerrier Necron, on va dire, il fait quoi, 2 mètres dans la vraie vie. Bah là, t'en fais un de 4 mètres. Donc il a ce côté presque humain en plus d'ailleurs, mais pas assez. En fait, genre j'aurais limite poussé le truc en mode limite il a des muscles, tu vois, de métal ou un truc comme ça. Genre, je l'aurais vraiment différencié du reste de la gamme parce que pour moi c'est le Roi Silencieux. Et bizarrement ils ont choisi l'inverse, mais je pense que ça se tient en fait sur la figue. C'est comme tu l'as dit, il y a le Ketan, il y a les deux autres persos, il y a les pylônes sur le côté. Donc en fait la figue elle part dans tous les sens. Donc à mon avis il fallait que le point de focal, le Roi Silencieux, soit un peu plus clean pour qu'on l'aperçoive et qu'on le fasse ressortir. Mais du coup c'est un peu ma doléance, c'est de me dire il y a presque plus de travail sur ce qui contient le Roi Silencieux que le Roi Silencieux lui-même. Est-ce que c'est pas ça un beau diorama? Peut-être. Ah, peut-être, mais il a réussi à me convaincre. Oui, c'est vrai que en fait, la figurine, au global, raconte beaucoup de choses, plus que le personnage au milieu. Je pense qu'on en verra plus des figurines diorama, comme tu dis, parce que on a vu à Age of Sigmar que maintenant chaque armée avait sa grosse pièce centrale et son décor. Et je pense qu'aller dans ce côté diorama et dans ce côté décor pour chaque armée, c'est une bonne chose parce que alors même si tu réfléchis en termes monétaires, c'est des très grosses pièces qui coûtent quand même assez cher, mais dès que tu es un peu fan d'une faction et dès que tu fais cette armée, c'est un peu la figurine que tu rêves d'avoir, quoi. Tu ferais quoi pour les orques du coup? Je sais pas, j'imagine parce que il y a Gazgul, tu vois, qui était déjà très balèze, gros, mais qui se doit d'être mobile. Donc est-ce que une figurine un peu plus posée chez les orques, ça serait pas un gros atelier de réparation, un gros truc de bidouillage ou une espèce de gros gun, tu vois, juste un gros gun géant, quoi. sur des rails, une sorte de grosse Bertha. Je sais pas si tu as lu le comics Shutter, mais au tout début du comics Shutter, tu as un mec qui arrive en fait qui a un revolver de 8 mètres de haut, mais c'est vraiment juste un revolver
qui tire un gros obus. Donc j'imagine un truc comme ça pour les orques, tu vois, juste un énorme canon, mais un truc qui serait trop débile, mais qui serait très orque. Pourquoi pas? Moi, j'avais en tête une espèce de bagarre scénarisée, tu vois, genre t'as un énorme socle et c'est des orques qui se battent pour Entre savoir qui est le chef. Et en fait, quand tu la joues sur la table de jeu, ça donne des buffs et tu vois, aux filles autour ou même des malus, genre elles se joignent à la bagarre. Bon, Games Workshop, encore une fois, on vous donne des idées gratuitement, faites-en quelque chose, s'il vous plaît. Bref, passons aux spécialistes et quittons un petit peu les personnages pour rentrer dans une facette assez énorme en fait de la gamme Necron, puisqu'il s'agit des cultes destroyers, parce qu'au départ on nous parlait des destroyers, mais en fait il y en avait un, et maintenant on parle de cultes destroyers, et il y en a plusieurs, et du coup certains sont des personnages, d'autres c'est des unités. On va commencer du coup avec un perso qui a été révélé cet été, et qui je crois est sorti, c'est le Destroyer X-Mark, qui du coup est un ancien tracker, donc c'est des Necron snipers, on reviendra sur eux plus tard, qui du coup a décidé de se mettre sur 3 pattes et 6 bras pour avoir un maximum de pistolets. Et ça aussi c'est une autre tendance de Games Workshop, c'est Cypher, puis le Keller Morph, ils aiment beaucoup les cowboys et les gunslingers chez Games Workshop, donc du coup ils ont réussi à faire un Necron cowboy, et il a plein de bras et plein de pistolets. Je le trouve mortel. Je trouve que sa tête avec tous les yeux, je crois qu'il en a autant qu'il a de flingues, c'est le genre de petits détails qui font plaisir. Je le trouve complètement dingue et j'ai très envie de me faire une force full destroyer où genre il y a ce perso là. Je sais pas ce que tu en penses. Bah ouais, tu vois, bah comme tu dis, tu vois, c'est un perso qui appelle à créer une petite faction derrière. Ils sont partis du chiffre 3, ils l'ont multiplié, comme avec les jambes pour les Scorpec. Là, il a 6 guns, il a 6 yeux. C'est une figurine qui est assez sympa. Après, moi, c'est pas la partie des Necrons qui m'intéresse le plus. J'aime bien d'autres cultes, on y reviendra juste après. Mais c'est une figurine qui est cool. En plus, le trailer pour l'annoncer était assez marrant, avec la Complètement. musique Far West et tout, l'opposé au Keller Morph pour savoir quel était le meilleur gunslinger. C'est le genre de figurine que j'aime bien dans les gammes, tu vois. C'est comme je disais tout à l'heure, des petits lieutenants, des petits personnages qui vont vous donner des idées en fait de jeu derrière. Complètement. Et du coup, tu préfères peut-être les locustes qui sont anciennement les destroyers lourds, si je dis pas de Ouais, bêtises. j'aime bien les locustes. Et d'ailleurs, ce qui est assez marrant chez les locustes, c'est qu'ils ont fait un locuste lourd. Donc en fait, ils ont refait le destroyer lourd qui existait avant. Et le design avait l'air nouveau, alors qu'en fait, ça s'inspire d'un dessin de Jess Godwin qui date de la fin des années 90. Donc ils sont vraiment revenus sur l'ADN de base des Necrons. Euh, et par contre, ils n'ont pas refait les destroyers locustes normaux, qui eux sont quand même des figues assez anciennes, et ça crée une sorte de contraste dans la gamme qui est pour l'instant assez étrange. Après, ça peut laisser suite à peut-être des nouvelles figurines qui arriveraient plus tard. Je sais qu'il y a un nouveau Kill Team qui a été plus ou moins teasé, donc peut-être pour ça, ou peut-être pour une autre sortie Necron, histoire de continuer à faire vivre la gamme, peut-être l'année prochaine ou dans 2 ans. Je sais pas, là c'est pure supposition de ma part. Ouais, mais on terminera justement sur quelle suite on peut envisager pour la gamme. Et très clairement, je pense qu'un kit qui te permet par exemple de faire un seigneur locuste ou un locuste léger, ça peut être pas mal et facile à faire pour Games. Et en plus, voilà, ça fera plaisir aux complétistes et ça permettra d'avoir une forme de cohérence au sein de la gamme. Mais ouais, mais en tout cas, le Destroyer lourd Locust, moi je l'aime bien. Il est un peu comme le Garde Royal, tu vois. C'est le garde royal avec un glisseur. Il est posé avec un énorme gun, mais le côté un peu aéroglisseur qu'ils lui ont donné avec cette espèce de coussin un petit peu sous sa carapace, j'aime bien. Pareil, c'est un truc visuel qu'on n'avait pas encore dans la gamme Necron. Et peut-être développer d'autres figurines ou d'autres trucs autour de ce côté coussin aéroglisseur. Moi, je serais chaud. J'ai hâte. Même si j'aime bien le Locust, c'est pas mon culte destroyer préféré. Parce que celui que je préfère, c'est les Ophidiens. Ah, ok. Du coup, c'est des Nécrons qui ont pas de jambes et qui ont plein de bras avec des lames. Et en fait, ce que j'aime bien dans ce culte-là, c'est qu'il y a vraiment un côté horrifique, en fait. Parce que là, on est plus sur des guerriers Nécrons qui sont un peu améliorés de ça. Là, on est vraiment sur des monstres, en fait. Il y a un côté serpent qui te saute à la gorge avec des griffes, des lames dans tous les sens. Et il rappelle d'ailleurs l'ancienne version des spectres Canoptech dont on parlera tout à l'heure. En fait, c'est complètement ça. C'est une réinvention des anciens spectres. Parce que maintenant, les spectres ont vraiment un aspect insectoïde. Là, ils sont revenus à cet ancien design qu'ils ont réinterprété. Et ce côté très grande colonne vertébrale, tout petit corps, mais plein de bras. Moi, c'est un truc que j'aime beaucoup et qui, pareil, joue sur le côté monstrueux, insectoïde de l'armée. Je préfère ce côté insectoïde, tu vois, au côté égyptien, par exemple. Ok. Si je devais choisir une des deux inspirations. Et il y a vraiment ce côté horrifique qui se ramène dans ces figurines-là. Et ça fait écho à une autre unité que j'aime bien, qui sont les dépeceurs. Ouais.
Donc ils sont pareils, ce côté ultra horrifique c'est des guerriers en métal, mais qui ont de la peau par-dessus eux, juste pour faire peur, quoi. Ouais, on sait pas. Ils sont apparemment atteints du virus du dépeceur. Je ne sais pas exactement ce que c'est. J'ai pas fait mes recherches jusque-là. Mais c'est vrai que c'est des figues assez emblématiques de la gamme. Parce que moi, je me souviens que quand je les ai vues la première fois, j'étais petit et elles me faisaient vraiment beaucoup flipper. Il y a notamment une version des figues. Je ne sais pas si c'est celle-là ou si c'est la version Finecast où il y a limite un tronc humain au-dessus, enfin empalé sur le dos du gars. C'est dégueulasse. Et tu comprends pas trop ce que ça vient foutre là, en fait, dans la gamme, si ce n'est juste te foutre les jetons. Et c'est un aspect dont on n'a pas trop parlé jusqu'à présent, mais c'est vrai qu'il y a aussi le côté un peu body horror, dans l'idée que tu sacrifies ton corps pour être immortel. Et après, par exemple, les destroyers deviennent tellement fous et obsédés par la destruction qu'ils disent bah, de toute façon, mon corps, c'est du métal, j'en fais ce que je veux. Donc si j'ai envie d'enlever des jambes pour en mettre trois, si j'ai envie d'enlever mes jambes pour mettre un espèce de cordon ombilical métallique pour pouvoir fouiner sous terre, je vais le faire. Donc c'est quand même des mecs plutôt peu fréquentables. Ça, c'est grimdark, mon Ouais, gars. ça c'est plutôt effectivement très grimdark. Mais ouais, c'est vrai qu'on a aussi la gamme Necron peut pousser dans cette direction-là. On a vu les nouveaux dépeceurs, ils ne sont pas sortis, ils sortiront sans doute avec Kill Team, puisqu'on nous a annoncé un Kill Team spécial Nexus Paria. Donc je pense que ce sera peut-être la dernière extension du jeu ou quelque chose comme ça, et où on verra du coup ces figues-là apparaître, parce que c'est vrai que du coup elles ont quand même aussi cet aspect un petit peu Black Ops, commando, genre elles s'infiltrent, elles portent la peau des gardes impériaux. Donc si les gardes impériaux ils voient comme ça au loin de la peau, ils se disent ah mais c'est Johnny, c'est bon, il n'y a pas de problème. Pourquoi toujours tout ramener à la garde impériale? Je ne sais pas. Parce que je suis devant le codex, il y a une photo avec des gardes impériales et du coup voilà. Les pauvres. Parlons maintenant des spectres Canoptech, puisqu'on les comparait aux Ophidiens. Ils avaient été refaits, beaucoup plus costauds, beaucoup plus balèzes, beaucoup plus insectes aussi, tu l'as dit. Toi, t'en penses quoi, à part qu'ils sont imblérables sur les tables de jeu? Ah bah, j'ai beaucoup souffert face à eux et leur putain de sauvegarde invulnérable 3+. Non, mais ouais, ça c'est une partie que j'aime bien des Necrons. Comme j'ai dit, le côté insectoïde, arachné. J'aime bien les scarabs aussi, les petits scarabées, j'aime bien les gros scarabées. Tout ce côté animal, j'ai des figurines qui sont en métal, j'aime bien. Et en plus, c'est des figurines qui sont assez intéressantes dans le lore, parce que c'est vraiment les esclaves des Necrons, eux, c'est vraiment des machines, pour le coup, qui ont été construites pour servir de serviteurs. Et on a dans le Dex des illustrations où on les voit être utilisés comme des machines et pas que sur des champs de bataille. Ouais, ils entretiennent les tombeaux des différentes dynasties pendant qu'ils sont en sommeil, notamment. C'est ça. Que penses-tu d'un double kit qui, du coup, s'intitule Factionnaires ou Prétoriens du Triarcat au choix? Ce sont du coup un peu les troupes d'élite des Nécrons. Alors les factionnaires sont plus des gardes du corps. Les Prétoriens du Triarcat, eux, sont censés voler. Ils ont un petit gun sur le dos et une grosse vouge, une faux, une espèce d'énorme lame, une hallebarde d'hyperphase pour aller casser des tronches. Je ne sais pas trop ce que tu en penses. Moi, je trouve que les factionnaires sont quand même plutôt cool avec leurs boucliers. J'ai un peu plus de mal avec les prétoriens du Triarcat. Après, le problème, c'est que quand on est sur des doubles kits, on a toujours un petit peu ce dilemme. C'est-à-dire que généralement, il y a toujours un des deux qui est un peu plus cool que l'autre, ou alors il y a un des deux dont l'archétype est peut-être moins bien visualisé. Par exemple, les prétoriens du Triarcat, si je dis pas de bêtises, ils volent. Et ça se voit pas tellement je ne savais pas que les prétoriens ils volaient. C'est des figurines qui sont assez emblématiques, on va dire, de la gamme Necron d'il y a quelques années. Parce que ça fait partie des figurines de la vague de 2011, il me semble. Ouais, c'est ça. Ouais. Et ça venait rajouter du corps à corps à l'armée, ce qui manquait. C'est des figurines assez sympas, qui sont assez simples, qui ressemblent en fait aux immortels, on va dire, dans leur design, mais avec des armes de corps à corps. J'ai pas grand chose à dire dessus. En termes de lore, c'est des gardes du corps, donc elles sont pas hyper intéressantes. Non, c'est pas des unités en fait qui pour moi sont marquantes dans le codex, à part que ça donne des super boucliers, des super épées pour faire de la Deathwatch. Effectivement, je crois que les gens vont commencer à croire qu'on aime les Necrons juste pour les bits qu'ils fournissent à la Deathwatch, mais ce n'est pas le cas, on aime quand même certaines unités Necrons. Et puis aussi, ça peut fournir des super bits pour des Séraphons, voilà. convertis pour Warcry par exemple. C'est pas Thibaut. Oui, ça va, on en reparlera après. Toi, dans le même ordre d'idée, j'associerais un peu les trackers à ces figurines-là. C'est des variantes de l'immortel qui là ont des fusils sniper. Donc, ce qui est sympa, c'est qu'ils ont une tête différente où il y a juste un seul
œil assez gros, donc t'imagines le côté, c'est l'œil qui zoome sur la cible pour l'abattre. L'X-Mark dont on parlait tout à l'heure, il a des yeux comme ça, lui il en a 6, eux ils en ont qu'un. Donc ils sont cohérents en fait avec le reste de la gamme, avec ce qui a été fait. Après voilà, ça reste, au final c'est un corps d'immortel avec un fusil sniper. Ouais, mais le lore est extrêmement stylé, c'est que les mecs ils traquent leur cible entre les dimensions et au dernier moment ils sortent pour tirer, puis ensuite ils repartent dans leur poche dimensionnelle. Donc c'est quand même des snipers qui traversent les dimensions. Donc ça c'est quand même plutôt classe, hein, je dois dire. En tout cas moi ça me parle. Et du coup, comment est-ce que tu fais pour viser à travers une dimension? Et je sais pas, peut-être qu'ils observent, tu vois, ils sont pas tangibles et d'un coup ils deviennent tangibles, ils font leur tir et piou. Et ils disparaissent. Mais ouais, c'est ça que j'aime bien. Passons véhiculé au monstre si tu veux bien, mon cher JB. C'est une faction qui a pas mal de véhicules de toute cette sortie, on va dire, de 2011, mais il y en a aussi eu là quelques-uns plus récents. Par lesquels est-ce que tu veux qu'on commence? Bah, commençons avec ceux de 2011 et ceux que j'ai déjà mentionnés, les mécanoptères, qui sont les petites motos antigravité des Nécrons. Je les trouve extrêmement stylées parce qu'elles sont un peu courbées sur elles-mêmes en forme de croissant de lune, mais un petit peu ramassées comme ça. C'est un design qui, je trouve, est vraiment réussi dans le sens où quand tu commences à avoir beaucoup de cavalerie, façon de parler, dans Warhammer 40 000, c'est dur de refaire une cavalerie qui ressemble pas aux autres. Donc là, par exemple, récemment, on a vu le Mechanicus avec ses chevaux ou chiens mécaniques. Ça, c'était très cool. Et là, pour les Necrons, ils avaient aussi réussi le petit challenge avec ces espèces de scooters en forme de croissant mécanique que je trouve plutôt très stylé. Mais je ne sais pas ce que tu en penses, toi. Moi, j'aime bien en fait le côté croissant qu'ils ont amené à cette période-là. Donc, on le retrouve sur les mécanoptères, mais on le retrouve aussi sur les autres véhicules de la gamme qui sont la console d'annihilation ou l'arche du jugement dernier. Le nom, il est un peu classe quand même. Doomsday. Avec ce côté où tu as la cabine qui englobe le pilote. Ouais. Après, c'est à peu près la même base de figurine, c'est que tu as, ce pilote qui est englobé dans sa cabine et tu as le reste du véhicule qui se poursuit devant. Donc pour le mécanoptère, c'est juste une moto, donc tu as juste le pilote. Mais après, sur la barge, qui peut être montée de deux façons, donc soit l'arche du jugement dernier avec son énorme canon, soit l'arche fantôme. Voilà, qui est le transport en fait Necron, où tu as vraiment ce pilote et après cette espèce de rangement au final à l'avant, où tu sens que les Necrons ils sont un peu encastrés comme un peu les droïdes dans la menace fantôme dans Star Wars. Tout à fait. Et après l'autre véhicule qui est la console d'annihilation qui peut servir de barge, où là dans ce cas-là il y a un QG et c'est un QG monté qui est assez impressionnant. Je trouve que c'est des belles figues en fait. Le côté croissant qui se retrouve aussi un petit peu dans l'avion des Necrons, il est assez intéressant avec la gamme. Ça rajoute un visuel qu'on n'avait pas chez les autres figurines et d'amener un peu en fait on va dire de courbe et d'arrondi dans une gamme qui était, comme on l'a dit, un peu très monolithique et qui avait des figurines très carrées et très imposantes à l'époque. Je trouve que c'est super bien et ça vient diversifier visuellement l'armée tout en ayant quand même un côté très cohérent parce qu'on garde ces cellules d'énergie, on va dire vert fluo, et ce côté en fait Blackstone de ces surfaces noires assez polies et assez droites. Tu as cité pas mal de véhicules, donc je propose qu'on revienne sur ceux que tu n'as pas encore cités, à savoir par exemple le rôdeur du Triarca, qui lui est plus une sorte de marcheur peut-être un peu plus classique, même s'il a encore une fois cette espèce de forme en forme de croissant de lune qui se rabat sur son pilote. Je ne sais pas exactement si c'est un pilote, mais du coup c'est une sorte plutôt de grosse araignée. Donc toi tu dois kiffer les rôdeurs du Triarca. Ouais, je les aime bien les rôdeurs. Et puis en fait c'est des figurines que j'aime bien. C'est un peu comme les marcheurs Eldar ou les sentinelles dans la garde impériale. C'est cette espèce de petites unités un peu que tu rajoutes en fait à ton armée. Tu vois, tu as tes piétons et puis tu as tes petits personnages et tu viens mettre cette espèce de petite figurine qui au final c'est un bonhomme qui marche vite avec un gros canon quoi. Et c'est toujours des figurines que j'aime bien en fait dans Warhammer. Toutes les armées ont un peu la leur. Tu vois, là je viens de faire des Drukhari et je viens de faire un Talos, et pour moi c'est à peu près le même style entre guillemets de figurine. Ouais, ça complète super bien une force et souvent c'est aussi un bon moyen de faire la transition entre une très grosse pièce et ton infanterie, quoi. C'est un premier véhicule qui est vraiment très cool. C'est le cas aussi, à mon sens, des différents marcheurs Canoptech qu'on a eu récemment, donc notamment le réanimateur et le maraudeur. Alors le maraudeur, c'est celui qui est dispo à part avec le méga canon, et je crois que le réanimateur, c'est celui qui est dans les différentes boîtes de lancement et qui du coup envoie un rayon fait de micro nanorobots qui réparent les troupes autour. Je trouve que les deux sont géniaux et je trouve qu'ils poussent la gamme dans une autre direction, plus 50s, plus SF à l'ancienne, mais du coup ça prouve vraiment que les Necrons aujourd'hui, je crois qu'on l'a déjà démontré à l'instant T, c'est que tu peux faire cette faction en mélangeant
différents styles ou en poussant dans un style en particulier. Et je trouve que là, c'est très cool d'avoir fait des marcheurs Canoptech qui ne ressemblent pas aux rôdeurs du Triarca, parce qu'ils auraient très bien pu se contenter en fait de ce vocabulaire visuel-là, et par exemple de refaire un truc avec quatre pattes. Là, ils ont quatre pattes, mais le côté hyper rectiligne et très haut de ces figurines, je trouve, ajoute un truc que les Nécrons n'avaient pas, mais que les autres factions n'ont pas non plus. Ouais, ça va dans ce côté un peu guerre des mondes dont tu Mhm. parlais tout à l'heure et toute cette esthétique 50s, 60s de la SF où il y avait à l'époque un côté très horrifique au final dans les extraterrestres et dans ce qu'on pouvait imaginer de l'espace avant toute la vibe de la fin des années 70, des années 80, de Star Wars, de Star Trek, qui ont un petit peu rationalisé, on va dire, l'espace. Là, il y a vraiment ce côté terrifiant. Et c'est une bonne chose de ramener ça sur les Nécrons, parce que c'est une race, comme on l'a dit, les Nécrontyres, qui sont très anciens, qui étaient là au tout début de la galaxie. Donc c'est bien de montrer que même si c'est une très ancienne race, elle a eu des évolutions technologiques et il y a différents aspects de la gamme. On l'a vu avec les destroyers, on l'a vu avec les véhicules, on le voit là avec les nouvelles figues. C'est marrant qu'ils aient autant au final d'ADN différents, mais ils ont réussi à créer un tout cohérent. Et tu vois, il y a des figurines d'inspiration égyptienne qui vont être posées à côté de figurines inspirées de la science-fiction des années 50. Et c'est pas choquant, en fait. Ils ont réussi à faire un tout cohérent, et ça, c'est quand même assez impressionnant. On va terminer du coup les véhicules avec les plus gros véhicules, puisqu'il s'agit du monolithe qui a été refait et qui est superbe. Enfin, moi je le trouve complètement dingue. Il fallait le refaire parce que c'était peut-être le kit qui faisait le plus usage des bitonniers en plastique vert transparent, puisqu'il y avait le petit joyau au-dessus et il y avait les portes aussi qui ressemblaient plus à une sorte de miroir magique. Et maintenant il y a vraiment l'aspect téléportation, puisque c'est une sorte de nexus à travers lequel les Nécrons peuvent se téléporter. Ils sont même envoyés, je crois, dans l'or directement depuis l'espace. Donc vous imaginez ce monolithe arriver et boum, il tombe au sol. Et là il y a des mecs qui sortent des portes. Il y a aussi cette espèce de sphère. Du coup, c'est plus une sorte de prisme, mais vraiment une sphère, un truc un peu très étrange aussi au sommet du monolithe. Moi, je trouve qu'il est hyper inquiétant. Il est encore plus gros qu'avant, ce qui fait d'ailleurs que ce n'est pas un choix de soutien au sein de la liste, mais un choix de Lord of War, à la manière de certains, soit les chevaliers impériaux ou même les superchars de la garde impériale. Donc, il est extrêmement balèze. Il me fout les jetons. Est-ce que toi, JB, t'es aussi impressionné que moi ou pas? C'était une figurine qui était quand même iconique de la gamme, et de l'avoir refaite de cette manière-là, c'est génial, quoi, parce qu'elle est vraiment très très belle. Il y a ce côté un peu digital, numérique au niveau de la sphère, parce qu'en fait, elle n'est pas ronde, elle est composée de plein de petits triangles. Donc, tu as ce côté numérique. Et en termes de peinture, il y a des trucs hyper bien à faire avec des dégradés que tu vas faire au fur et à mesure sur les différents prismes. Et surtout, en fait, elle est au final beaucoup plus détaillée qu'avant. Et quand avant, on avait ce côté, le monolithe, c'était vraiment un gros cube de plastique. Là, il y a pas mal de petites couches d'armure et de petites épaisseurs qui doit être beaucoup plus intéressant, j'imagine, à peindre. Ça doit pas juste être, tu mets un coup de bombe et tu fais des linings sur les arêtes. Le côté téléportation, ils ont mis il y a une pièce en plastique où tu as un écran qui est en train de se former avec les éclairs. C'est superbe et tout. Et ça remet en fait au centre de l'armée ce monolithe et ce truc qui était iconique dans la gamme en fait. Ouais, complètement. Et par rapport à l'obélisque ou au Tesseract, qui est du coup le même kit qui était sorti avec Apocalypse, là où ils ont été encore un peu plus loin, parce que maintenant qu'ils avaient sorti ce super monolithe, c'était peut-être dur, je pense, pour eux de refaire un monolithe qui ait de la gueule. C'est que le Tesseract, il me semble qu'il avait des espèces de spectres, canoptèques slash araignées qui devaient s'occuper du coup du véhicule, mais qui étaient figés dans la coque. Alors que là, avec le monolithe, il me semble que tu en vois un se lever à l'arrière du véhicule, qui est en train en fait de gérer cette fameuse sphère qui est au sommet du monolithe. Écoute, j'avais pas vu ce détail-là, mais je trouve que c'est une putain de bonne idée. C'est trop bien. Enfin, vraiment, genre le truc est vivant, quoi. Tu vois, c'est ça qui est génial, c'est que monolithique, pas de vie. Et là, en fait, tu sors avec une figue qui a 12 000 détails et qui est limite là aussi à des aspects presque diorama, quoi. Donc moi, je trouve que c'est l'une des plus grosses réussites. Après, malheureusement, comme on l'a dit, vu que c'est un Lord of War et que c'est quand même un kit assez cher, je suis pas sûr qu'on en voit beaucoup. Alors qu'à l'époque, il me semble, en tout cas, moi, quand j'ai commencé 40 000, les armées Nécron, il y avait systématiquement un monolithe, tu vois. Donc je sais pas si ce sera le cas, mais en tout cas, les collectionneurs, je pense, vont s'en donner un cœur. On verra après, ouais. De toute façon, c'est des pièces tellement grosses. Là, on est plus sur une pièce de collection, sur une pièce de jeu au final. Donc c'est toujours un peu. C'est un décor le truc. C'est une fois que tu as entre guillemets fait ton armée. Tu te fais plaisir à Noël ou pour ton anniversaire, tu te fais offrir un monolithe ou t'en achètes un. Mais je pense que c'est le genre de figue
ça fait toujours plaisir en fait d'avoir ça dans des gammes parce que c'est des pièces qui sont tellement grosses que ça te permet d'aller un peu plus loin et de vraiment d'affirmer ton amour pour une faction en fait. Complètement. Parce que ça soit l'investissement financier ou même l'investissement de temps pour les peindre, moi, là, je suis en train de commencer à faire des grosses pièces pour la première fois à Warhammer. Pour les orques. Et je suis trop content en fait, parce que tu as ce côté un peu aboutissement de ton armée, où je suis là, j'ai fait plein de piétons, j'ai fait plein d'orques, j'ai fait plein de petits véhicules, et là je fais des gros trucs, et je me dis putain, ouais, mon armée elle va plus loin, et ça commence à devenir une vraie armée, tu vois. C'est plus juste une petite faction. Ouais, c'est ça. Tu prouves au monde que tu es vraiment j'aime les passionné. Ouais, et très clairement, Si vous en doutiez. je pense que personne n'en doutait, mais très clairement, si vous êtes fan des Necrons ou que vous avez envie de vous lancer dans cette armée avec la nouvelle édition, c'est très clairement le endgame, quoi, tu vois, d'aller vers ce monolithe-là, qui est vraiment superbe. Il y a aussi un autre petit truc qui est sorti, qui est la convergence de domination, c'est le décor Necron, que je trouve aussi super bien, et qui... là aussi, pas forcément des pièces vers lesquelles on va aller en premier lieu, même à Age of Sigmar, où elles sont généralement super importantes en termes de jeu. Mais je trouve que de la même manière, ça complète aussi pas mal une collection pour ne serait-ce qu'embellir ta vitrine et juste dire, bah ouais, tu vois, t'as le décor qui va avec. Et en l'occurrence, le décor Necron, je trouve que même pour des games où tu as envie, je sais pas, de représenter par exemple le Nexus Paria, je trouve qu'il est trop beau, quoi, ce décor. Ouais, il y en a combien? Il y en a 2 ou 3, je crois. Je crois qu'il y en a 3, ils des sont petits pylônes. C'est ça. Et il y Plus en ou a moins un, détruits. ouais, il y en a un qui est plus ou moins détruit, où on voit en fait l'architecture en métal en dessous et l'armature en métal qui concentre le rayon. Et au-dessus, il y a de la Blackstone et tout ça. Ils sont super beaux, ils sont cohérents en fait en termes de design et de matière avec le monolithe ou avec l'obélisque ou même avec le nouveau roi silencieux et ces espèces. Pareil, lui, il a des petits pylônes aussi à côté de lui. Mais c'est vrai que ouais, pour du décor, même juste comme ça, c'est des figues qui sont intéressantes. On va être fidèle à ce que tu disais tout à l'heure en mettant les Cthulhu en dernier, en dessous de tous les autres. Ces petites merdes. Voilà, c'est ça. Du coup, il faut qu'on parle du Mystificateur, anciennement Deceiver, je crois, et du Nyctophore, alias le Nightbringer. Donc ça, ce sont les deux vieux, entre guillemets, on va dire Cthulhu, qui étaient en métal et qui sont en résine maintenant. Le Nyctophore, je suis pas trop fan de son design. Il y a un côté un peu vraiment où ça va jouer à fond sur c'est la mort incarnée. sur la faucheuse et sur le côté Grim Reaper que je trouve est assez intéressant quand il est hybridé avec un tétrarque, comme je disais tout à l'heure, mais où là, c'est juste vraiment... c'est lui. c'est une robe et une faux, tu vois. Ouais. Y a pas assez, c'est pas assez Warhammer pour moi. Par contre, le Deceiver, tu vois, je l'aime bien. Mais notamment, surtout parce qu'en fait, c'est une super base pour faire un prince démon de Slaanesh. Oui, effectivement. Mais souvent, ces figues, c'est des figues que j'ai vu plus converties en fait que pour les Necrons. Et maintenant, j'aurais tendance à dire qu'on comprend mieux ce qu'elles viennent faire là, surtout avec le nouveau, le Dragon du Néant, dont on va reparler tout de suite. Mais à l'époque, moi, je comprenais pas en fait ce que ça foutait là. C'était cet élément de lore qui s'incarnait dans deux figues gigantesques pour l'époque, très étrange, rien à voir avec le reste de la gamme, pas même un petit collier de contrôle ou un truc qui te laisse entendre que c'est des esclaves, et c'était juste là. Et alors après, c'est aussi parce que le lore a été un petit peu redcon aussi par rapport à la présence des Cthulhu dans les armées Necrons, mais c'est vrai que c'est des figues qui, du coup, de ce point de vue-là, vieillissent quand même pas hyper bien, je trouve. Ouais, c'est des sculptures quand même qui commencent à dater un petit peu et qui sont tellement différentes du reste de la gamme. C'est pas parce qu'il y a deux petits scarabs sur le socle que tu dis c'est une figue Necron. Ouais, bon après, ils en ont fait deux grosses brutes, d'après ce que j'ai compris en termes de règles, quoi. Ouais, je pense qu'on les verra un peu plus qu'avant, notamment le Nyctophore qui apparemment est une figurine complètement pétée et qui serait capable de one-shot Gazgul. Donc moi, ça me fait très mal. Complètement. Qu'est-ce que tu penses du coup, et on va terminer avec ce qui est sans doute l'une des plus belles figues de cette nouvelle gamme, du Dragon du Néant, donc un autre Cthulhu qui va plus ou moins dans la direction de l'Adeptus Mechanicus, donc du coup nos amis de Mars et qui gèrent la technologie au nom de l'Imperium, qui pendant des années, on a teasé le fait que potentiellement peut-être ils travaillaient sur un Cthulhu ou une technologie Necron quelconque, et on nous parlait donc du Void Dragon ou du dragon de Mars, et là c'est le dragon du néant, donc on imagine que c'est quelque chose de ce genre là qui pour le coup est beaucoup plus intégré au reste de la gamme, et en termes de sculpture est une dinguerie absolue, parce que notamment l'espèce de torse qui se matérialise sous forme de pixels et tout, les différents visages, si on peut appeler ça des visages, les différentes têtes qu'ils ont pu créer pour la figue, fait que pour moi c'est un méga coup de cœur. Et bon, déjà, si je collectionnais les Necrons, j'aurais déjà acheté cette figue, c'est sûr. Mais très clairement, plus d'une fois, je me suis dit, putain, ça ferait
beau prince démon de ci ou de ça. Tu vois, typiquement, un prince démon de Iron Warrior, tu vois, par exemple, ou un délire comme ça. Cette fig a un potentiel de fou. Warhammer Community lui a dédié un article où tu as des pro-painters qui se sont attaqués à cette fig-là et qui ont fait des choses de dingue. Mon conseil, ce serait d'enlever les espèces d'éclairs qui y a autour de lui qui ont tendance à le cacher, je trouve. Mais à part ça, c'est parfait, pour moi. Bah écoute, je vais citer Eiichi de French Wargame Studio qui disait que c'est la première fois qu'il voit une figue volante à Warhammer qui vole vraiment. Ouais. Et c'est vrai, en fait, vu comment les éclairs sont intégrés, on a vraiment l'impression que la figurine, elle flotte pour de vrai. Il n'y a pas de petite tige plastique qui vient la soutenir. Là, c'est vraiment dans la structure de la figurine qu'elle s'envole. Et cette manière qu'ils l'ont eu de la peindre avec, pareil, un métal un peu bleuté, donc qui vient contraster avec le métal, on va dire, plus cuivré et plus orangé des guerriers, fait qu'elle ressort énormément sur les artworks et sur les photos. Et elle est vraiment magnifique, elle est super grande. J'ai du mal à imaginer comment en fait tu la montes. Parce que quand tu vois la figue Ça en doit entier, être un plaisir. j'ai du mal à concevoir en fait le kit et comment doit être faite la grappe. Mais ouais, si j'étais un peu intéressé par l'armée Necron en termes de jeu, en termes de modélisme et tout ça, vraiment, c'est une figue sur laquelle j'aurais craqué à Noël, tu vois, clairement. C'est sûr. Je craquerais plus facilement sur ça avant d'aller sur le monolithe, par exemple. Ok, ça se défend. Si vous craquez sur l'un ou sur l'autre, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire sur les réseaux sociaux. Du coup, on a fait le tour de la gamme. Qu'est-ce qu'on peut imaginer comme suite, mon cher JB? On a parlé peut-être du coup d'un lifting pour les destroyers Locust. On pourrait imaginer peut-être un nouveau Cult Destroyer. On pourrait imaginer Trazyn l'Infini qui a eu une superbe illustration où il est posé sur son canapé. Il est tellement chill. Ce qui donnerait une espèce de canapé volant avec, je sais pas, par exemple Trazyn l'Infini dans sa nouvelle incarnation, et puis peut-être deux gardes du corps type les parias, parce que ça serait marrant de dire les parias qui du coup je crois étaient du coup des humains ou des captifs des nécrons transformés en nécrons parce qu'ils réutilisaient la technologie du biotransfert si je dis pas de bêtises, donc du coup ils avaient une gueule très étrange. Ils avaient une espèce de masque d'humain posé sur des corps de nécrons musclés. Ouais. Ils avaient un design très chelou, Mais du coup qu'on n'a plus du tout dans la gamme, parce qu'en fait, ils avaient un rôle de guerrier de corps à corps et de garde Ouais. du corps, donc qui ont été remplacés par les factionnaires et les prétoriens, en tout cas pour le jeu. Je pense qu'ils les ont enlevés aussi pour mettre vraiment l'emphase sur le côté métal organique, raconter le biotransfert et tout ça. Donc, moi, ça me surprend pas que les figurines soient plus là. Après, c'est le genre de figurine que j'imagine peut-être revenir sur un Blackstone Fortress ou sur ce genre de choses, que ça soit pas une unité ou une armée complète, mais d'avoir un ou deux parias qui traînent comme ça, Mais paumés dans l'espace. Trazyn il collectionne tout de l'univers de Warhammer 40 000, donc il a ses figues. C'est vrai que Trazyn Donc, il peut pourrait revenir revenir avec avec des parias. Ouais. Ça pourrait être marrant. Est-ce que tu as d'autres idées ou est-ce que en l'état t'es conquis? Bah, je pense que la gamme a été tellement riche en nouveautés cette année qu'ils vont peut-être ralentir un petit peu sur les Nécrons. Mais ça fait plaisir en tout cas de voir autant d'implications sur une faction Xenos, parce qu'on sait que l'Imperium et le Chaos ont beaucoup d'amour et ont beaucoup de sorties. Mais moi j'étais vraiment surpris en fait qu'ils refassent autant les Nécrons. Bah, c'était pas arrivé depuis les Eldar Noirs il y a presque 10 ans de ça maintenant, quoi. Voilà, donc autant d'amour pour les Xenos. Vu que moi, ce que je préfère dans 40 000, c'est les Xenos, je suis très content. Pour la suite, moi, je pense que tu peux facilement rajouter un culte destroyer, rajouter un Cryptek, par exemple, pour continuer dans cette idée de petits sorciers et de petits personnages un peu bizarres. Après, refaire des kits un peu plus anciens, il n'y en a plus beaucoup, à part les Cthulhu et les persos nommés. Je crois qu'il n'y a plus de figues en résine, en tout cas dans la gamme. Donc on est vraiment sur une gamme qui va être récente maintenant et qui va un peu mieux vieillir dans le temps. Non, ouais, on a dit un Cult Destroyer et des persos. Ouais, comme ils ont ramené Zeraz là, où en faisant une fille incroyable, ils peuvent refaire Trazyn, ils peuvent refaire Imhotep. Je pense que ça Ils vont peut tous arriver être facilement. Bah, oui, de toute façon, la logique veut que maintenant, quand tu refasses un personnage, tu doubles sa taille. Moi, ça me va. J'aime bien les gros QG. Il y a plein de petits QG chez les Nécrons, donc continuez à faire des gros persos et vous ferez des heureux. Complètement. Du coup, tu dois commencer une armée Nécron par rapport à une certaine époque? Eh bah, toujours pas. Je trouve que c'est toujours une armée qui a ce côté faceless army, donc où il y a tous ces personnages qui ont, en tout cas tous ces guerriers, tous ces immortels qui n'ont pas tant de personnalité que ça. Donc moi, j'aurais du mal à me projeter dans une armée Nécron.
Et puis après en termes de jeu, c'est peut-être pas un gameplay qui m'attire. Le côté mes figurines elles meurent, elles reviennent, elles meurent, elles reviennent. Puis il faut penser à un truc sur l'aspect gameplay, parce qu'on peut jamais vraiment l'ignorer, même si on se concentre sur le lore et les filles. C'est que par exemple, si toi t'aimes beaucoup les persos, c'est ce qu'on a entendu dans ce podcast, c'est qu'il y a énormément de choix d'élite dans ce codex et que tu es limité au bout d'un moment sur le nombre de choix d'élite que tu peux prendre. Donc tu peux même pas taper un délire en mode je fais une armée qu'avec des persos, parce que déjà, bon, ça sera pas très fort, mais surtout, en fait, tu peux pas en mettre autant que tu voudrais, quoi. Enfin, je pense que tu serais vite limité, quoi. Ouais, je pense que c'est pas. En tout cas, c'est peut-être pas une armée qui, en tout cas, correspond à ce que moi j'aime jouer. Donc, je me vois pas trop m'investir dans les Nécrons. Après, pour juste un projet de modélisme ou un truc comme ça, euh, le métal coloré, tu peux tester plein de trucs. Tu as plein de techniques différentes, que ça soit sur du métal pur ou même en utilisant maintenant, en utilisant la gamme contraste pour venir teinter du métal ou utiliser des encres. Et ce genre de choses, il y a pas mal de trucs à faire, je pense, maintenant en termes de modélisme sur les Nécrons. Avec les nouveaux véhicules, les nouvelles figurines, tout ça, ils ont ramené des textures un peu différentes. Donc, tu as plein, je pense, de trucs à faire en termes de modélisme. C'est pas une armée pour moi dans laquelle je me reconnais beaucoup, mais je lui reconnais un fort potentiel. Ouais, moi je suis un peu pareil que toi, c'est-à-dire que je suis pas encore prêt à me lancer tel quel. Je trouve que maintenant elle a poussé dans tellement de directions et elle offre tellement de possibilités que je me vois réfléchir à cette idée. Alors que moi, quand j'ai commencé Warhammer 40 000, je me souviens, j'en discutais avec Raph, que vous avez entendu dans le Raconte-moi Warhammer, et souvent on se disait la seule armée qu'on est sûr de jamais faire, c'est les Nécrons parce qu'ils n'avaient pas de personnalité. Puis ils ont ajouté les personnages, puis ils ont ajouté, tu vois, toutes ces nouvelles filles. Et plus j'y réfléchis, plus je me dis, bah maintenant en fait la gamme elle est tellement étendue qu'en fait il n'y a pas une ou deux filles que j'aime, il commence à en avoir quasiment une dizaine, tu vois. Et donc forcément, ça me donne envie de me dire, bah tiens, je pourrais me lancer dans un truc. Et tu vois, genre par exemple la Death Guard. Historiquement, j'aime beaucoup les marines du chaos, mais j'étais pas forcément prêt à faire une armée Death Guard. Quand j'ai vu les figues, je me suis dit, ah bah attends, je vais trouver un schéma de couleur stylé et je vais le faire. Puis vous m'avez offert des figues en plus et j'ai continué. Et je me suis rendu compte que du coup, parfois, j'ai pas besoin de convertir. Pas besoin de, tu vois, de me prendre la tête. Je vais juste trouver un schéma de couleur stylé avec des figues qui sont neuves. Et généralement, les figues les plus récentes sont souvent très agréables à peindre ou en tout cas à monter, voire les deux. Donc très clairement, quand je vois toutes les directions qui sont et les possibilités qui sont offertes, j'ai très envie par exemple de me dire bah tiens ça pourrait être marrant de faire une armée comme j'en fais très peu, c'est-à-dire des armées ultra spécialisées type je fais une armée Necron full destroyer, tu vois. Je fais une armée Necron qu'avec du véhicule. Il y a plein de choses comme ça qui me viennent à l'idée et qui me venaient pas à l'idée avant parce que j'avais l'impression que je pourrais pas me faire plaisir, tu vois, qu'il y a forcément un moment où je serais bloqué et j'aurais pas les 1000 points. Tu vois, genre, alors que là, je pense que je peux faire 1000 points easy sans être bloqué avec une figue que j'ai pas envie de peindre, tu vois. Si je faisais une armée Nécron, ça serait une armée. Je pense que je partirais déjà sur Novok, donc qui est la dynastie de mecs qui sont complètement fous et qui vivent que pour la bagarre. Ceux qui sont en rouge et en métallique, C'est ça, c'est ceux qui sont sans classe. et qui sont un peu spécialisés, on va dire, dans le corps à corps, avec des cultes ophidiens et des dépeceurs. Le truc, c'est qu'en fait, en termes de gameplay, je me retrouverais avec quelque chose qui est assez similaire à ce que j'ai déjà, que ce soit les orques ou les drukhari, tu vois, c'est-à-dire des armées qui vont faire beaucoup de corps à corps, ce genre de choses. Donc, en termes de jeu, ça m'attirerait moins parce que ça serait redondant avec ce que j'ai déjà. Par contre, c'est vrai que faire peut-être une petite kill team ou une petite force avec ces destroyers-là, ces dépeceurs, un ou deux cryptech, si c'est possible, je me laisserais peut-être tenter si j'arrive à trouver une idée de peinture qui pourrait me plaire. On a terminé avec la gamme Necron. On parlait de modélisme. Donc JB, je te propose tout de suite de passer à la partie hobby. Vous avez remarqué qu'on n'a pas parlé des news au début de ces podcasts. C'est parce qu'on a décidé de les enlever, peut-être d'en reparler, par exemple, en partie hobby avec nos envies, parce que je pense que JB a très envie, par exemple, de s'acheter Sigvald depuis la semaine dernière. Mais Je voilà. suis si prévisible. Tout à fait, tu es prévisible et nous on l'est prévisible aussi puisqu'à chaque fois qu'on lance un podcast on dit on va faire une partie news et on finit par l'abandonner parce qu'on se rend compte que parfois elles sont très vite caduques et qu'elles ajoutent pas forcément grand chose en termes de commentaires. Donc par exemple tu vois si on avait dû faire plein de news sur toutes les sorties Necron, ce podcast n'aurait pas lieu d'être et je trouve que c'est plus intéressant de prendre le temps et parfois aussi un peu de recul. Donc ce petit rappel étant fait, passons au côté hobby et JB je crois que tu as commencé par 500 points de Drukhari, donc une combat de patrol qui est prête à jouer en V9. Exactement, que j'ai terminé hier soir. Wow. Donc voilà, j'ai 470 points, mais vu qu'il n'y a rien qui vaut 20 points chez les Drukhari, je vais me contenter de ça. J'ai mes 500 points de Drukhari. Je te donnerai un PC de plus, grand prince. Oh, c'est gentil. Voilà, c'était l'armée que je voulais faire pour la V9, donc je la commence bien. J'ai fait une dizaine de Vrax, j'ai fait mon homunculus, donc mon QG.
5 fléaux et un Talos. Je suis parti sur une armée en fait qui allait changer en termes de gameplay de ce que j'avais déjà. Vu que j'adore le lore des Drukhari et le côté pervers, maléfique qu'ils ont, et toutes les inspirations qui viennent de la mythologie un peu de l'Europe de l'Est, en fait, avec les vampires, avec les golems, les amoncules. Je suis parti sur ce côté vraiment amonculus, ceux qui trafiquent la chair, qui trafiquent l'âme et qui transforment tout pour faire une armée quand même assez résistante, et quelque chose que j'avais pas, parce que moi, mes orques, les orques, tu les moissonnes, ils meurent vite, il y en a plein, c'est rigolo. Là, j'avais quelque chose que je voulais d'un peu plus terrifiant, en fait, qui allait contraster avec ce que j'avais déjà, et je suis parti sur un schéma de couleurs à base de noir et de rouge, donc quelque chose de beaucoup plus sombre. Alors qu'avant, mes orques qui sont verts et violets, un violet 1000K ultra pétant, j'ai pas pu m'empêcher de rajouter du bleu ultra pétant sur tout ce qui va être les poisons et un petit peu les petites sources de lumière et tout ça. Mais je suis content d'avoir fait ces 500 points. Ça me donne une bonne base pour jouer. Ça a été, en termes de modélisme, assez intéressant à faire, parce qu'au final, j'ai quand même 4 unités, on va dire, différentes. Je suis content de mon armée. J'ai fait des petits socles que j'ai achetés, des socles en résine que j'ai peints en bleu brillant pour simuler un peu le sol de Komorag, donc qui est dans une matière un peu étrange. On ne sait pas trop si c'est du marbre ou du métal. J'ai vraiment bien aimé faire mes Drukhari, et je sais déjà ce que je vais rajouter pour atteindre les 1000 points. Ça va être plus des véhicules et des grotesques. Pareil, pour toujours un peu varier les gameplays. Ouais, donc je suis content de mon armée Drukhari. En plus, il y a le nouveau codex qui a été annoncé dans pas longtemps, donc je vais avoir Voilà la partie news. des nouvelles règles bientôt, même si les règles actuelles des Drukhari me satisfaisaient. Je suis content de voir comment ils vont réinterpréter l'armée, parce qu'elle se prête pas trop en fait aux mécanismes, aux constructions d'armées de la V9. Mais voilà, je suis content d'avancer sur cette armée-là pour cette version de l'édition. Donc moi, j'ai des Drukhari peints en noir, et toi aussi, tu as des figues peintes en noir, Thibaut, parce que toi, tu avances sur ta Black Legion, c'est ça? Ouais, je suis à peu près à 750 points, donc je suis un petit peu devant. Après, j'ai fait une petite pause, je vous en parle juste après, parce que je commençais à saturer. Mais pendant cette pause, ça commençait à me manquer, donc généralement c'est bon signe. Du coup, Combat Patrol, elle est faite, elle est composée d'un Lord. J'ai 10, mais en fait maintenant j'ai déjà les 20, donc j'avance plus vers les 1000 points. Space Marine du Chaos, j'ai 5 Raptors. Et j'ai 2 oblitérateurs. Je me suis même pris le temps de faire des Greater Possessed, des grands possédés, seront-ils traduits bientôt, et un petit lieutenant comme ça à côté, enfin un aspirant champion, c'est pour être exact, pour des games qui vont me permettre peut-être, tu vois, d'intervertir un perso avec un autre, pour pas jouer non plus tout le temps la même liste. Comme toi, je cherche quand même des fois de pousser différentes facettes du gameplay. Je suis hyper content de ce que je fais. J'ai reçu plein de followers sur les réseaux sociaux depuis que je fais la Black Légion, et que je le fais avec la petite description sur chaque personnage. C'est ça, en fait. Ce qui est hyper bien, je trouve, avec ton armée, c'est que tu as écrit du lore pour chacun de tes persos. C'est le kiff. Franchement, tu as écrit une petite histoire pour chacun de tes Space Marines. Chaque troufion de ton armée, en fait, il a l'histoire d'un personnage, quoi. Et ça, c'est hyper impressionnant que tu aies fait ça. Et puis, tu as fait un truc trop cool, c'est que tu nous as tous représentés Ouais. en figurine. Alors, je crois qu'il manque encore Arnaud, qu'on salue. Et non, je crois que c'est que Arnaud qui manque, il me semble. Mais sinon, ouais, j'ai fait tous les membres de notre groupe de ghouls. Et ça, c'est très marrant, parce que vu que la Black Legion recrute un peu partout, à partir du moment où tu plies le genou devant Abaddon et que tu mets ton armure en noir, tu peux faire partie de la Black Legion. Donc, je me suis vraiment amusé à prendre les différentes factions qu'on aime beaucoup. Donc, par exemple, JB est très inspiré de la mythologie Eldar et des Emperor Children qu'il aime beaucoup, parce qu'il aime beaucoup Slanesh. On y reviendra, encore une fois, je tease. Mais j'ai aussi fait, par exemple, Charles, qui du coup joue Space Wolf en ce moment, et donc est un ancien Space Wolf renégat, tu vois. Donc, le traître. Voilà, complètement. Donc, je vais vous montrer ça soit sur le compte de Landrider, @LandriderPod sur Instagram, ou soit mon compte République sur Instagram aussi, où vous aurez en plus du coup les petites descriptions dont parlait JB. Ça me fait vraiment plaisir de le faire, parce que c'est généralement ce qui me motive à aller dans une armée, c'est de me dire je vais jamais faire 2 fois la même unité. Et là, je fais même pas 2 fois le même soldat. Donc ça va vraiment très loin dans la personnalisation. Donc c'est sûr qu'à côté, les guerriers Nécrons font pas le figure. Mais ouais, je suis très content d'avancer.
Après, je sais que ça fait beaucoup d'armures énergétiques et qu'il m'en reste pas mal à faire parce qu'il va me falloir encore des berserk de cornes et des Havok qui sont aussi sur des armures énergétiques légèrement différentes. Mais voilà, donc j'ai fait, comme je te disais, une petite pause garde impériale, Astra Militarum, Tempestus Scions pour être exact. Du coup, j'ai monté 5 Scions dans un look très inspiré des Ventrinial Nobles qui ont été créés par Chris Pitch, qui est un des membres de Warhammer Community, et qui en novembre du coup a fait le Noble Vember, je crois. Donc du coup l'idée c'était de, voilà, de faire avec lui des figues inspirées de ce régiment-là. Donc moi ce ne sont pas des Ventrinial Nobles, mais ils sont inspirés de ça, donc ils ont des belles plumes sur leur chapeau, etc. Donc ils ont un côté un peu mousquetaire. Et je suis très content de ce que j'ai fait. C'est un autre schéma de couleur, en tout cas une autre combinaison du même schéma de couleur que j'ai pour ma garde, donc qui est bleu, beige et blanc. Et j'aime bien. Je te les montrerai après parce que je ne te les ai pas montrés. Je les posterai effectivement aussi sur le compte. Et j'ai fait une version commandement et une version normale. C'est des figues qui datent de 2014 si je dis pas de bêtises. Et c'est l'époque où Games commençait vraiment à aller dans la finesse et de faire des trucs, des assemblages différents, des trucs très jolis. Euh, mais c'était pas encore super opérationnel. Donc il y a vraiment des trucs, si tu mets deux pièces, des fois sur une même figue, tu te rends compte que tu n'as plus accès à l'arrière, tu vois, de l'armure et tout. Ton pinceau a du mal à passer sans toucher d'autres pièces. Ça, c'est des trucs qu'ils ont optimisé, je trouve, dans les dernières années. On le dit peut-être pas assez, donc je le dis, merci Games Ouais, sur cet je aspect-là. pense qu'on était sur les débuts de la sculpture 3D. Peut-être, ouais, Et qui, avec le temps, s'est affiné, s'est amélioré. Ils ont aussi, j'ai l'impression, beaucoup bossé sur les grappes et sur la manière que tu as d'assembler les figurines ces dernières années. Et il y a eu une vraie évolution, moi je le vois, entre les orques, que les boys, qui sont un kit qui a presque 10 ans maintenant, même plus peut-être. pourrait plus, je pense. Ouais. Les figues Drukhari qui ont là 10 ans, ou des figues un peu plus récentes que j'ai fait pour Warcry, que ce soit les brutes par exemple, où c'est pas tout à fait les mêmes manières d'assembler les figurines, les jointures sont pas tout à fait les mêmes. J'ai l'impression que les figurines sont beaucoup plus découpées qu'avant. Tu as beaucoup plus de petits morceaux à assembler, alors qu'avant tu avais les jambes, le torse. Maintenant, très souvent, tu vas avoir les jambes qui vont venir en 2 parties ou 3 parties, et pareil pour le torse. Donc il y a une certaine évolution, en tout cas, dans les grappes et dans la sculpture des figurines. Et toute cette époque, ouais, 2014-2015, je pense qu'il y a les figues de Dark Vengeance à peu près qui datent de cette Ouais, période aussi. peut-être légèrement avant, mais c'est vrai que j'ai remarqué de plus en plus l'écart, non pas entre les très vieilles figues et les figues récentes, mais entre les figues qu'on pourrait considérer comme récentes et les figues les plus récentes. C'est-à-dire que, par exemple, ouais, là on est 2014, je crois, Dark Vengeance c'est 2012, tu te dis, bon, les figues elles sont pas si vieilles, mais par exemple, le kit de Raptor, c'est pareil, il est infernal, t'as des détails, tu ne sais pas ce que c'est. Tu vois, tu te dis, tu as des détails sur les bras de Space Marine du Chaos, tu ne sais pas ce que c'est. Donc en fait, tu es un peu laissé à ta propre interprétation. Et je comprends pourquoi, du coup, par exemple, les nouveaux Marines du Chaos sont beaucoup plus clean, quelque part. C'est parce qu'en gros, bah, ils ont complètement abandonné ces détails-là en disant, bon, on ne savait pas si c'était des tentacules, des câbles, on ne savait pas ce que c'était. Les peintres en faisaient à peu près n'importe quoi. Ça tuait la silhouette de la figurine. Et maintenant, la silhouette du Chaos Space Marine de base, elle est parfaite, quoi. Donc c'est bien que les choses avancent et je pense que c'est important de le rappeler. Et nous, on est des nerds aussi, des kits eux-mêmes. Tu vois, tu parlais de la grappe du Void Dragon, du dragon du néant, pardon. Et forcément, ça nous passionne aussi, quoi. Dès cette étape-là. Entre mes Drukhari, j'ai quand même avancé sur des orques, hein, parce que Il faut, j'ai un honneur, tu vois, et j'ai une mission à accomplir. comme moi avec l'Astra Militarum. Pour l'année prochaine, je pense que je vais faire un peu d'AOS. J'ai jamais joué à AOS encore, Il faut. mais j'ai quelques orques, encore une fois, qui sont en train de monter. Donc je me suis fait un méga boss à Grande Jose, Qui est magnifique. qui est une figurine, merci, qui est une figurine que j'avais depuis quelques temps dans mon placard de la honte, et que là, à l'occasion du confinement, je l'ai ressorti. Je suis parti sur mon schéma de couleur orange et bleu, comme j'avais l'habitude de faire. Qui est magnifique. Merci encore. Je le kiffe celui-là. Tu vois, quand je te disais que c'était dans les nouvelles grappes, on a des assemblages et tout ça, parfois pas évident et très découpé. Là, il y a des endroits de la figurine, notamment sur le dos, où tu vas avoir en fait la plaque d'armure principale du dos qui se rejoint par 2 pièces. Et du coup, ça fait une jointure sur cette plaque d'armure. C'est peut-être pas évident quand tu commences, parce que va falloir un peu. Moi, j'ai dû retaper un peu la jointure avec un peu de green stuff pour qu'elle soit lisse. C'est des petits détails comme ça qui font que certains kits, tu fais ah tiens, c'est un peu dommage. Peut-être que si ça avait été découpé, on va dire autrement, ça aurait peut-être été plus intéressant à monter. Ça aurait peut-être pas demandé un petit peu de rabotage et de rafistolage derrière. Mais sinon, la figue, elle est hyper impressionnante. Elle est énorme. Je pensais pas qu'elle serait aussi grosse, parce qu'elle est très grosse posée à côté des brutes,
qui sont très grosses elles-mêmes posées à côté des Hard Boys, qui sont très gros posés à côté même des orques de base que j'ai déjà, ou quand je le mets à côté de mes Drukhari ou de Ouais. mes quelques Eldar que j'ai d'avant, qui sont vraiment tout petits et tout ridicules à côté. C'est des montagnes de muscles et de fer, ils sont super beaux. J'ai commencé aussi à monter du coup des Gorgruntas, donc les chevaucheurs de cochons. Et je suis parti aussi dans des gros kits, mais là pour 40 000, où j'ai donc monté le Morkanaut que vous m'aviez offert, et j'ai kiffé monter la figue. Allez. C'est impressionnant parce que c'est une figue qui est super grosse, mais qui au final n'est pas constituée de beaucoup de parties. Ouais. Donc en fait, tu es là, Ça se voyait sur la grappe. tu colles 4 plaques de métal et tu as un truc qui fait déjà 10 cm de haut. Après, la figue a plein de petits détails, elle a un design super sympa, et il y a vraiment le côté marcheur orc un peu bête avec son espèce de gros bide dans lequel tu peux mettre des figurines. Ouais, il est excellent dans Dawn of War 3, qui est loin d'être excellent, mais l'animation est géniale parce qu'il avance son ventre et ensuite les pattes rejoignent le ventre. C'est-à-dire qu'il avance vraiment le ventre en avant, et je trouve génial. Et du coup, je l'imagine toujours marcher comme ça. Et je trouve que c'est un kit qui est formidable, Ouais. en fait. Et donc il y a deux manières entre guillemets de construire le kit, donc soit en Morkanaut, soit en Gorkanaut. Ce qui est un petit peu dommage, c'est que tu peux pas vraiment faire les deux variantes avec le même kit, Mhm. même en réfléchissant, en aimantant et tout ça, parce que tu as des pièces en fait qui sont recto verso Ouais, pour je vois les ce que armes tu et veux pour le dire. canon. Et du coup, c'est peut-être pas évident de tout intégrer. Je pense qu'il faut vraiment bidouiller, et si tu veux pouvoir aimanter ta figurine, pouvoir changer les équipements. Du coup, toi, t'as fait lequel? J'ai fait le Morkanaut, qui est la version avec un méga blaster Ouais, et avec le champ de force. d'accord. Donc, qui va en fait c'est un peu une figurine totem, on va dire, qui va rester au milieu du champ de bataille et qui va protéger les figurines aux alentours. Parce qu'en fait, je voulais rajouter un petit peu de tir aussi dans mon armée. Parce qu'il me manque un peu, j'ai pas mal de figurines de corps à corps et d'attaque, mais il me manquait un peu de fond de cours et un peu de tir. Et c'est un gameplay que j'ai pas trop exploité chez les orques. Alors que le Gorkanaut, lui, il est vraiment dans l'agression pure, c'est-à-dire qu'il a une énorme mitraillette et une pince qui a un nombre d'attaques pas possible, et où là, lui, tu l'envoies vraiment au charbon, et il va aller ouvrir des tanks en face et éclater des persos. Donc je suis parti sur le Morkanaut, sauf qu'en fait, j'ai tellement kiffé le kit qu'il y a quand même de fortes chances que je m'achète un Gorkanaut dans pas longtemps, histoire d'avoir les deux. Ça serait stylé. Ouais. Pour Et flanquer un Gargor. Je sais bah, plus, je sais plus et quel est le le nom. Stompa Le viendra Stompa, après, c'est tu ça, vois, ouais. mais j'ai un accord avec ma meuf, c'est que je m'achète pas de Stompa tant qu'on n'a pas de chien. C'est D'accord. un espèce d'accord qu'on a passé entre nous, parce que je lui dis qu'on n'a pas la place à la maison pour avoir un chien. Elle me dit que si. Je lui dis, bah, si on a la place pour un chien, on a la place pour un Stompa. Ok. Peut-être que vous allez avoir les deux en même temps, vous Bah, allez il y rien a de comprendre. fortes chances parce que moi, j'aimerais bien avoir les deux en fait. Du coup, si on t'offre un Stompa l'année prochaine, t'auras un chien aussi? Bah, je prendrais un chien dans la foulée, tu vois. Ah bah nice, Voilà. allez. Et dans la foulée, j'ai aussi monté un Daka Jet, donc l'avion Orc qui est trop bien. qui est un kit qui est super bien. Qui là, du coup, en termes de personnalisation, est vraiment cool parce que tu Une dinguerie. as plusieurs variantes pour le monter. Tu peux le monter soit en Blitz à Bomber, en Burn à Bomber, donc qui sont des versions avec des grosses bombes, ou en version Daka Jet. Donc où là, c'est la version vraiment de tir Daka quoi. Je crois qu'il a genre 18 guns dessus, un truc comme ça. C'est pareil, assez stupide, c'est très orc, j'aime beaucoup. Mais le kit est bien fait parce qu'il te permet de faire un peu de tout en même temps. C'est-à-dire que tu peux mettre les bombes en même temps que les mitraillettes. Donc c'est ce que j'ai fait en fait. Tu l'as bardé d'équipement. Je l'ai bardé, il a toutes les bombes, il a toutes les mitraillettes. Il y a un petit Gretchin avec une tourelle qui fait très Seconde Guerre mondiale, Il qui est est génial. exceptionnel. Il est exceptionnel celui-là. Et donc je les ai pas terminés pour l'instant, j'ai juste sous-couché. Parce qu'en fait, je voudrais utiliser des techniques de peinture à l'huile et de panel lining en fait, qui viennent plus du modélisme classique des tanks et on va dire des véhicules Seconde Guerre mondiale ou Première Guerre mondiale. Et en fait, pour ça, il faut que je vernisse mes figurines avec un vernis brillant pour que l'huile et la peinture que j'utilise glissent bien dans les creux. Et pour l'instant, je n'ai toujours pas reçu mon vernis. Ok. Donc les figurines sont peintes avec ce superbe violet, mais c'est tout pour l'instant. Non, mais ça sera l'occasion pour toi de nous faire un petit débrief sur cette technique, Bah et ouais, ça peut c'est- carrément intéresser nos auditeurs et auditrices, je pense. C'est un truc que je voulais essayer depuis un petit bout de temps, parce que j'avais vu à l'époque un tuto pour faire des weight scars en fait, sur YouTube, où le mec utilisait ça. Donc c'est un produit Tamiya qui s'appelle le Panel Liner, qui est en fait un espèce de tout petit pinceau avec de la peinture qui est très fluide et qui en fait va vraiment glisser dans les creux et ne va teinter que les creux. Mais par contre après, pour nettoyer un petit peu les petites taches qu'elle fait au moment où elle glisse, faut passer, on va dire, un coton-tige avec un peu de white spirit ou d'alcool. Et donc pour ça, vaut mieux
vernir les figurines en brillant avant, parce que déjà avec le vernis brillant, cette peinture-là va être plus fluide et va plus glisser, et ça sera plus simple de nettoyer les taches. Donc j'attends mon vernis, et puis je vous ferai un retour sur ces figurines-là, mais je suis très content d'atteindre le moment où je fais des grosses pièces dans mon armée orc. Si, comme JB, vous attendez des grosses pièces ou du vernis, vous pouvez vous lancer dans une petite lecture. J'ai terminé récemment La Lance de l'Empereur de Aaron Debski-Bonnen, qui est aussi l'auteur de la saga Black Legion, mais vous vous en doutez, ça n'a rien à voir, puisque ça parle des Emperor Spears. Donc c'est un chapitre de Space Marine plutôt stylé que fait notamment notre ami Tanguy Jolivet, peintre chez Games Workshop. Donc vous avez sans doute déjà vu ce chapitre, même sans savoir leur nom. Et du coup, ça raconte comment un Space Marine unique, tout seul dans un vaisseau, et ses 3 zilotes, qui sont des espèces d'esclaves militaires assez étranges, il vient en l'occurrence de la Mentors Légion, rejoint ce chapitre des Emperor Spears, et du coup essaye de leur dire vous savez quoi, Gilliman est revenu, oui, l'Imperium est coupé en deux, mais on continue de se battre, et vous en êtes où? Et ils en sont à on a le somme contre l'Imperium, parce que nous, ça fait des années qu'on se bat de l'autre côté de la faille et qu'on sait pas trop ce qui se passe et qu'on se débrouille avec les ressources qu'on peut. D'accord, donc c'est un roman qui se passe, on va dire, dans l'époque actuelle C'est de ça. 40 000. Il y a eu la faille qui a coupé la galaxie en deux. Et là, on va s'intéresser un petit peu aux gens qui sont perdus de l'autre côté de la faille. Complètement, et d'autant plus perdu que du coup il y a une sorte de trio de chapitres Space Marine qui défendait le secteur du coup qui est autour de la planète Nemeton, qui est celle de ce chapitre-là, et du coup ils ont une zone à gérer qui est énorme, même avec 3 chapitres Space Marine, parce que vous en doutez, ce ne sont pas non plus des chapitres à capacité pleine. Donc c'est une poignée de Space Marine contre des milliers d'adversaires potentiels, et notamment des Space Marines qui du coup se font appeler les purs, et qui sont techniquement des Space Marines du chaos, mais n'en ont pas forcément ou nécessairement l'apparence, et proposent de faire sécession avec l'Imperium, puisque de toute façon ils n'ont pas de nouvelles du reste de l'Imperium, donc ils partent du principe qu'ils peuvent protéger les humains des horreurs de la galaxie, y compris D'accord, donc peut-être on des est Nécrons. plus sur un chapitre renégat qu'un C'est chapitre ça. chaotique, en fait. C'est un chapitre renégat. Et d'ailleurs, les descriptions de ce chapitre sont souvent à la fois horribles, parce qu'il y a tout un passage sur c'est quoi le quotidien d'un esclave sur ce genre de vaisseau, et à la fois désarmante, parce que notamment l'apparence de ces Space Marines n'est pas énormément différente des Space Marines loyalistes. Et du coup, l'auteur joue un petit peu avec ça pour nous plonger, du coup, à la fois dans l'hypocrisie qu'est l'Imperium, encore plus dans cette ère où il est divisé en deux, et aussi dans la culture, du coup, ce qui est un truc qui est toujours fascinant du chapitre des Emperor Spears, qui est très clairement une métaphore en fait de l'époque gallo-romaine, on va dire, puisque ce sont des descendants des ultramarines qui sont un peu le chapitre inspiré des Romains et des légions romaines, mais du coup ils ont plus des traditions plutôt barbares gauloises, quoi. Et déjà c'est trop bien. Enfin, ce qu'il invente sur le chapitre est beaucoup trop stylé. Ça peut vous inspirer pour créer le vôtre. Enfin, en tout cas, moi, ça m'a donné beaucoup d'idées pour créer des trucs. Ça peut vous montrer à quel point on peut aller loin dans un délire tout en respectant, tu vois, potentiellement la culture qui nous inspire, et en créant des petites particularités. Il y a même parfois des trucs qui sont inventés dans le bouquin qui semblent préfigurer des unités qui sont sorties depuis et qui n'étaient pas sorties à l'époque, notamment les Blade Guard. Donc c'est ces Space Marines qui agissent par 3 avec des épées et des boucliers. Il y a un moment 3 mecs comme ça, et on voit des Blade Guard, enfin on visualise des Blade Guard à la sauce Emperor Spears, et c'est super intéressant parce que ça parle de plein de chapitres Space Marine avec leurs cultures différentes, comment ces cultures s'opposent, comment parfois ils n'arrivent pas à collaborer, c'est quoi un peu la relation qu'ils entretiennent avec leurs recrues, avec les mondes sur lesquels ils recrutent. Est-ce que les Space Marines sont forcément vénérés ou craints partout où ils vont? Bah voilà, vous avez la réponse dans le bouquin. Vous avez aussi beaucoup de choses sur la question des Primaris, dont on a parlé dans l'épisode 2. Donc si ça vous a intéressé, je trouve que c'est un pur bouquin pour rentrer dans la psyché Space Marine, à travers souvent en plus le point de vue des humains, parce qu'on n'est pas du point de vue des Space Marines, ce qui parfois est une doléance pour beaucoup de gens, mais je trouve que c'est la manière la plus intéressante de voir à quel point ils sont inhumains pour le coup. Donc c'est une pure recommandation. Moi j'ai appris plein de choses sur comment ce chapitre fonctionne, mais comment on peut aussi créer son propre chapitre, comment on peut enrichir la mythologie de l'Imperium ou des Space Marines avec quelques idées fortes. Et les personnages sont hyper bien. Il y a toujours ce rythme assez étrange qu'on a dans les bouquins d'Harold Debski-Boden, où le début est hyper lent et le troisième acte paraît limite bâclé en conséquence, mais c'est généralement parce qu'il se passe des trucs assez incroyables. Donc j'ai hâte de voir s'il y a une suite. L'auteur récemment a dit des trucs qui forcément
sont pas hyper rigolos, puisque il aurait apparemment fait ou voulu faire une tentative de suicide, et c'est quelqu'un qui souffre de dépression, etc. D'ailleurs, on en profite pour dire à tous les gens pour qui le hobby est aussi tu vois, une aide pour la santé mentale, bah, continuez à vous battre avec vos figues, elles sont là aussi pour vous aider, et au pire, nos DM sont ouverts. Et du coup, faites attention à vous. Aaron, fais attention à toi parce que tu écris des purs romans et on en veut plus. Prends le temps qu'il faut. Et en attendant, du coup, un autre épisode de la Black Legion ou de Bowden, vous pouvez lire La Lance de l'Empereur, qui est super bien, qui est paru en français comme en anglais. Donc en plus, vous avez le choix. La traduction, je l'ai lu en français, est vraiment pas mal. Donc foncez et lisez ce roman. Vous pouvez aussi, si vous voulez peut-être moins vous prendre la tête, lire Russe Brutale, le premier roman orc officiellement de l'univers de Warhammer 40 000. Alors, je ne l'ai pas encore terminé. C'est écrit par Mike Brooks. Donc, c'est un auteur Black Library que je ne connaissais pas. Je crois que c'est son premier en fait. Bah voilà, c'est pour ça. Je n'avais pas encore lu de roman de cette personne. Ça oppose des orques et du culte Mechanicus. Donc, c'est écrit où il y a un chapitre sur les orques, un chapitre sur le culte. Ça alterne comme ça entre les deux. Et ça crée des parallèles quand même assez drôles où en fait, les orques sont extrêmement bêtes. Et le culte Mechanicus réfléchit beaucoup trop. Pour vous dire, là je parle vraiment du début du livre, il y a toute une histoire d'orques qui attaquent une planète, mais le culte Mechanicus est là, mais c'est pas normal qu'ils nous attaquent comme ça, parce qu'il y a 99,7% de chances qu'ils nous attaquent de telle manière. Donc eux, ils sont très logiques, très mécaniques, très mathématiques, alors que les orques, ils sont juste là, ils veulent faire la bagarre, et ils décident d'attaquer l'endroit où il y a potentiellement le plus de défense de la planète. Sauf que le Mechanicus ne comprend pas en disant bah oui, mais c'est là où il est censé avoir le plus de défense, donc c'était un piège pour pas qu'ils viennent, et puis finalement les orques ils viennent, quoi. Mais ce qui est intéressant dans ce roman-là, je le lis en français aussi, c'est qu'il propose, comme on a un petit peu parlé, les nouvelles traductions de Games Workshop, où depuis la V9 ils ont retraduit tous les noms et les fonctions des personnages. Donc là on a plus le Mechboy, mais on a le Tech. On revient un petit peu à ce glossaire français. Et auquel on est attaché, nous, quelque part. Qui avait disparu pour unifier des traductions anglaises, ce qui pouvait se comprendre en termes de boîte, parce que c'est plus simple que le terme Chainsword il soit utilisé par tout le monde, mais ça cassait un peu, je trouve, les récits, et d'avoir ces noms anglais à certains moments, c'était un peu dommage. Et puis après, pas que des orques, mais je suis content que l'archiviste soit revenu à la place du librarian. Ouais, complètement. Une petite reco peut-être pour terminer, JB, un compte à suivre. Moi j'en ai pas, mais je crois que tu voulais nous parler de quelqu'un qui fait des super nécrons justement. Ouais, moi je voulais vous parler donc de Bobby Thompson, qui sur Instagram est sous le nom Bob Dogs Paints, donc BOBDOGZ qui alors fait pas mal de figues, mais qui depuis quelque temps fait des nécrons. Donc il s'est basé en fait sur ceux d'Indomitus et il en a rajouté depuis. Et il a un schéma qui est très intéressant parce qu'en fait, il va pas utiliser de métal pour les parties qu'on voit normalement en métal chez les Nécrons, mais il va venir faire une sorte de couleur un peu crème, et il va venir rehausser ça avec du bleu foncé. Donc c'est des schémas qu'on n'a pas trop l'habitude de voir et qui rendent super bien sur la gamme. Et en plus, truc cool, c'est qu'il propose pas mal de petits tutos pour montrer comment est-ce que il fait ses parties crème, ses parties bleues, les parties métalliques, parce qu'il y en a quand même au niveau des squelettes Nécrons encore un petit peu. C'est un design et des couleurs sur les Nécrons que j'aime bien, et ça montre une autre facette de l'armée, parce que c'est pas du tout des couleurs qu'on a l'habitude de voir dans les artworks ou dans la communication de Games Workshop. Ok, donc à suivre. Et on se quitte, les chers amis, après avoir parlé des Nécrons. On espère que vous avez eu envie peut-être de vous lancer dans cette collection, en tout cas que vous avez appris des choses sur cette faction. Il y a un truc dont j'ai oublié de parler, alors alors que je m'en suis servi comme teaser, c'était le jeu Dawn of War Dark Crusade, une extension du premier Dawn of War, qui avait aussi donné pas mal envie à l'époque aux gens de jouer Necron, comme Dawn of War a donné envie à pas mal de gens à jouer à Warhammer 40 000. Ce petit passage étant fait, est-ce qu'on ne se terminerait pas sur les prochaines envies, JB? Peut-être pour teaser de quoi on va parler dans les podcasts à venir, ou en section hobby, comme en thème général. Parce que, par exemple, Sigvald et les mortels de Slaanesh, ça peut faire l'objet d'un podcast en entier. Oh, oui, Slaanesh peut faire l'objet de 6 podcasts, tu vois. En fait, on a décidé d'enlever la partie news, comme tu disais tout à l'heure, et à la place de faire plutôt une partie envie, où on va peut-être soit réagir à des figues récentes ou des sorties récentes, ou des trucs peut-être plus anciens, mais dans lesquels on a envie de se projeter dans les prochaines semaines ou mois. Et donc ont été annoncés récemment un retour donc, de Sigvald, qui était historiquement le héros de Slaanesh dans l'univers de Battle.
Age of Sigmar, et il est accompagné de ce que j'attendais depuis très très longtemps pour me mettre Age of Sigmar, des vrais mortels de Slaanesh. Il faut savoir que les 3 autres dieux du chaos avaient, en plus de leurs démons, des unités mortelles. Pour Slaanesh, il n'y avait que les rabatteurs, donc les cavaliers, pour l'instant. On a vu aussi avec Dire Chasm, donc la prochaine version de Warhammer Underworld, qui allait avoir des nouveaux mortels de Slaanesh. Je veux pas vous spoiler le dernier livre Moratti, donc de la saga Broken Realms, mais il se passe beaucoup de choses autour de Slaanesh et de la manière dont ses suivants vont revenir dans AOS. Je suis content que ce dieu-là ait enfin des mortels, parce que ça faisait un peu bizarre de ne pas avoir une gamme complète pour lui. Il y avait eu une belle vague de démons avec le nouveau Garnet des Secrets et quelques nouvelles figues l'année dernière. Mais voilà, là, on va avoir des mortels de Slaanesh. Elles sont super bien, les figurines, de ce qu'on a vu. Il y a ce côté dérangeant qu'on retrouve chez Slaanesh, avec des parties un peu en peau, alors qu'on ne sait pas trop si c'en est vraiment. Ils ont des visages un peu démoniaques, mais c'est un double kit qui permettra de faire 2 unités. Il y a aussi un côté avec des casques avec des cimiers, donc pour revenir à des choses qu'on avait déjà vues dans cette armée-là. Les figues, je les trouve vraiment très très belles. J'arrive pas à savoir si elles sont sur du 32 mm ou si c'est du 25. Donc je ne sais pas encore quelle taille elles auront. Mais c'est une très belle réinterprétation, je trouve, du mythe de Slaanesh à AOS. Moi, c'est ce qui me manquait pour me lancer à AOS. Donc ça sera sûrement un projet d'armée qui va se développer en 2021. Eh ben, on a hâte d'en apprendre plus. Pour ma part, moi, j'ai été assez saucé par le planning de sortie pour Warhammer Underworld. Non pas que je joue à Warhammer Underworld, qui est un jeu plutôt de deck building, mais les figues de Warhammer Underworld ont toujours une personnalité de fou et servent particulièrement aux joueurs de Warcry pour justement avoir des figurines un peu uniques. Donc déjà, la bande Save to Darkness est magnifique. On sait qu'il va y avoir une bande Séraphon et une bande Idonet l'année prochaine, donc c'est mes 2 armées de cœur aussi, donc j'ai très envie de me lancer dans des bandes en 2021. C'est un peu mes prochaines envies. Par ailleurs, les Scions of the Flames vont sortir très bientôt en kit individuel, donc triplement envie, j'ai envie de dire même. Donc voilà, peut-être que comme cette année, je commencerai 2021 avec une ou des bandes Warcry, mais on aura l'occasion de se reparler d'ici là, peut-être avec des invités pour un épisode en décembre, parce que techniquement on enregistre, on est encore en novembre, vous aurez 2 numéros avant la fin de l'année si tout se passe bien, qu'on n'est pas reconfiné, qu'on peut le faire avec des invités et qu'on arrive au bout de notre idée. On espère, ce serait pas la première fois qu'on ne peut pas aller au bout de notre idée malheureusement. Donc pour qu'on aille au bout, on a aussi besoin de votre soutien. N'oubliez pas de noter le podcast sur Apple Podcast. Vous pouvez le faire aussi de la même manière pour Outrider si vous écoutez les 2 podcasts. Vous pouvez bien sûr nous relayer sur les réseaux sociaux, nous taguer dans tous vos posts à base de hobby, parce que vous êtes nombreux à le faire. On a découvert, je pense, peut-être une dizaine de personnes depuis le dernier épisode. On a eu pas mal de retours d'ailleurs sur le dernier épisode. Ouais. C'était bien, on l'a fait un peu version confinée. C'était pas idéal à enregistrer et à faire, mais on a eu des super retours et ça fait plaisir d'être un peu plus penché sur la peinture et de parler de cet aspect du hobby. Je pense qu'on fera d'autres épisodes sur ça. On a notamment sur le côté un peu cathartique de la chose et reposant du hobby. Je pense qu'on a beaucoup de choses à dire là-dessus. Complètement. Bah, on en reparlait d'ailleurs juste avant, donc carrément c'est quelque chose qu'il faut qu'on développe. Donc voilà, si vous avez des idées, vous pouvez aussi nous les proposer, sachant qu'on espère que cette idée-là, qui de coup devient plus ou moins une habitude pour Lane Rider, puisqu'on avait commencé, en tout cas, commencé, je sais pas, c'est le numéro 2, on en avait fait un numéro 0, mais donc on était déjà dans le jus, mais on avait parlé de la question de la primarisation, si j'ose dire, des Space Marines, et ça nous avait permis de passer en revue la gamme. Donc on aime bien trouver des prétextes pour parler de ce qui nous fait le plus kiffer, c'est-à-dire l'univers et les figurines. Donc voilà, si vous pensez que c'est cool et que cette série à terme peut vous intéresser, bah, nous on va continuer. On va peut-être le faire pour AOS parce que par exemple cette idée des Mortels de Slaanesh, qui est une idée qui a longtemps germé, on va dire, dans l'univers d'AOS et qui arrive enfin, tu vois, à maturité avec des nouvelles fixes. C'est super intéressant de retracer un peu le parcours de la gamme. Donc voilà, on va continuer de le faire si ça vous intéresse. Donc si ça vous intéresse, dites-le. Si ça vous intéresse pas, bah, dites-nous aussi, on fera autre chose, mais je pense que globalement c'est plutôt sympa. Il y a beaucoup de sorties Space Marine en ce moment. Là, cette semaine où on enregistre, il y a les Blood Angel qui arrivent, les Dark Angel devraient arriver dans pas longtemps. Donc on risque d'avoir eu un peu à tous les chapitres, on va dire, un peu classiques
des Space Marines qui ont été refaits. Donc je ne sais pas si on va faire un retour dessus ou si on attend de voir ce qui arrive en 2021. Est-ce qu'ils continuent à développer des Space Marines ou est-ce qu'ils les mettent un petit peu en pause parce qu'on sait qu'il y a les Drukhari qui arrivent. On a vu qu'il y a des orques aussi qui vont arriver. Il y a la Death Guard qui arrive bientôt. Les Sœurs de Bataille aussi, qui me semble, on va avoir leur codex assez vite. Peut-être qu'on développera cette formule de review codex sans parler de la puissance des figues par la suite. Mais en tout cas, moi, c'est un exercice que j'ai apprécié faire. Je sais pas pour toi, mais les Necrons, c'est pas une faction que j'aimais énormément avant. Comme j'ai dit, j'ai pas spécialement envie de me lancer dans une armée Necron, mais de m'intéresser au codex et d'en apprendre un peu plus sur la faction et de réfléchir un peu sur la gamme, sur les figues et tout ça, je trouve ça très cool. Et ça m'intéresserait de me pencher et de renouveler l'exercice sur de la Death Guard ou sur des Sœurs de Bataille, par exemple, parce que c'est en plus une gamme récente où il y a pas mal de choses à dire, je pense. Donc vous êtes prévenus, si ça vous dit, on le fera. Je pense que c'est un bon moyen aussi pour nous de tirer notre épingle du jeu face à des chaînes YouTube ou des plus gros médias qui sont très axés sur l'aspect compétitif. Donc c'est normal qu'on aille dans cette direction. C'est aussi celle qui nous intéresse le plus, donc ça tombe bien. Et c'est un bon format, encore une fois, pour des fois prendre un peu de recul et mettre un petit peu de distance aussi avec l'actu chaude qu'on peut avoir maintenant chez Games Workshop, parce qu'il y a énormément de sorties à débriefer et que nous, très clairement, on n'a pas les capacités pour les débriefer aussi rapidement qu'on le voudrait. Donc autant aller sur autre chose. Si vous êtes partant, faites-nous le savoir et envoyez-nous plein de gros bisous. N'oubliez pas de nous taguer sur tous vos posts à base de hobby. Et d'ici le prochain épisode, on vous fait de gros bisous. Peignez bien, lisez bien, montez bien, jouez bien si vous pouvez, en respectant les règles des gestes barrières. Voilà, des gros bisous. Ciao. Gros bisous. Bonus. Trax.